Communication, communication, et information, dans est l'œuvre de Gilbert Simon, Dompart, Janive, Château. Les textes réunis ici correspondent, de diverses manières, à la problématique centrale de l'œuvre de Gilbert Simondon, l'individuation, envisagée, selon une perspective fondamentalement génétique et à tous les niveaux de l'être, notamment ceux de la réalité physique, vitale, psychique et collective dans ses rapports avec la communication et l'information, tel qu'on en trouve l'exposé premier et le plus complet dans son ouvrage majeur, qui constitua d'abord sa thèse principale. C'est pourquoi l'essentiel de cette présentation consistera à retracer brièvement la théorie que développe cet ouvrage volumineux, en sorte de permettre de situer par rapport à elle les textes publiés ici. On trouve aussi, dans ces textes, sa manière caractéristique d'unir sur le même sujet, mais sans les confondre ni tendre à aucun réductionnisme, des analyses ontologiques, technologiques, épistémologiques, physiques, biologiques, psychologiques, psychologie adulte, infantile, aussi bien qu'animale, psychosociologique et sociale, conduite dans une perspective fondamentalement génétique. Il s'agit, ici, non pas d'un encyclopédisme d'accumulation et de juxtaposition systématique de résultats, mais d'un encyclopédisme de 1. L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Grenoble, Millon, 2005, ABR. ILFL, réédition complétée de ce qui avait paru sous le titre. L'individu et sa genèse physico-biologique aux presses universitaires de France dans la collection Épiméthée en 1964, qui ne correspondait qu'aux deux premières parties de la thèse de doctorat soutenue en 1958 sous le titre général repris dans l'édition Millon. On trouvera également des éléments d'analyse et de critique de la théorie de l'information et de la cybernétique dans Du mode d'existence des objets techniques ABR. Meehan, qui fut la thèse complémentaire de Simondon, publiée dès 1958 au Biais Montaigne, notamment dans la partie 2, chapitre 2. Pour des explications simples sur les points principaux de sa doctrine, on pourra se reporter à notre ouvrage. Le vocabulaire de Simondon, Paris, Ellipse, 2008. Démarche, qui cherche toujours à relier autant qu'à distinguer, à relier pour faire apparaître les différences de façon plus décisive, qui cherche, de fait, à s'interroger sur les relations entre les réalités, voir leurs analogies possibles, à en faire une méthode de recherche. Encore faut-il préciser que cette démarche d'organisation générale et systématique du réel et de ses représentations ne correspond pas à une intention d'établir, sur des savoirs multiples, multiformes et hétérogènes, l'autorité d'une mise en ordre et en forme susceptible de les homogénéiser de l'extérieur. Elle n'est pas seulement méthodologique mais elle suppose un fondement ontologique de la possibilité de cet encyclopédisme. La possibilité de penser la diversité hétérogène et irréductible du réel dans l'unité de continuité et de transformation continue d'une ontogénèse générale de l'être, c'est-à-dire de son individuation, elle cherche à trouver dans les choses elles-mêmes qu'elles se donnent pour objet, c'est-à-dire avant tout des savoirs, la manière dont elles communiquent elles-mêmes entre elles, si on ne les enferme pas dans des spécialités étroites et étanches, où elles ont été d'abord formées et saisies. Cette communication des savoirs entre eux est précisément un des domaines qu'aborde le cours sur la communication. Les textes publiés, une démarche encyclopédique de principes. Le cours sur la communication 1970 se présente comme un cours de psychologie, qui porte sur la communication acoustique et visuelle dans les espèces vivantes dont les animaux à intelligence, parmi lesquels on compte les hommes, mais il comporte une introduction et un premier chapitre substantiel, qui, au motif de situer celles qui concernent les vivants et notamment les hommes et leur langage, envisage les divers degrés et formes possibles de la communication de façon absolument générale, non seulement entre les vivants et entre eux et leur milieu, mais aussi à l'intérieur de la matière inerte,
de la matière vivante, en biochimie notamment, des réalités intellectuelles et des objets de savoir considérés en eux-mêmes, et encore entre les objets techniques et en eux. Cette analyse générale de la communication est réalisée notamment en termes de système, d'équilibre métastable, d'énergie potentielle, d'amplification, relevant d'une approche technologique de l'information. Style d'amplification dans les processus d'information, conférence faite dans le cadre du colloque de Royaumont, dont Gilbert Simondon fut l'organisateur scientifique en juillet 1962, sur le concept d'information dans la science contemporaine, dans les actes qu'il édita aux éditions de Minuit, en 1965. Il ne publia qu'un résumé de sa conférence étudie d'abord l'information envisagée selon une problématique technologique voire cybernétique, en analysant notamment les deux schèmes techniques de l'amplification transductive et de l'amplification modulatrice, mais elle porte aussi sur les phénomènes psychiques et psychosociaux que ces schèmes techniques permettent d'étudier. Quant au troisième schème analysé, celui de l'amplification organisatrice, tout en étant là synthèse des deux premiers, il n'a pas en lui-même d'application technique mais n'a de sens que dans les domaines psychiques et psychosocial. La conférence sur le relais amplificateur I-976 étudie le processus d'amplification et de modulation de l'information à même l'objet technique dont c'est le schème technique essentiel, mais elle conduit, elle aussi, à envisager, en conclusion et dans le débat qui suivit, la manière dont le relais technique peut servir de modèle pour comprendre un grand nombre de fonctionnements techniques, naturels ou physiologiques. Les trois textes que nous publions à la suite, Perception et modulation, I-968, le lourd sur l'instinct, I-964, Attitude et motivation, R-96O, qui sont des cours de psychologie sur des sujets classiques, intègre à des degrés divers une réflexion technologique sur l'information et la communication, mais moins développée que dans les précédents. Il montre comment l'organisme, dans l'effectuation de ses différentes fonctions, peut être étudié sans négliger toutes les différences nécessaires pour ne pas tomber dans de naïves et inutiles simplifications réductionnistes comme un système traitant de l'information, fonctionnant selon les schèmes de l'amplification, de la modulation, du relais. Ces cours montrent de façon magistrale comment ces schèmes, au fondement des technologies de l'information, de la cybernétique, de l'informatique, n'ont pas moins d'efficacité, de fécondité heuristique, de pertinence en psychologie et en psychosociologie qu'en technologie, pourvu qu'on ne cherche pas à les appliquer à une réalité étrangère à leur domaine d'élaboration originaire, mais si on les prend comme la définition de régime de causalité et d'explication, dont on se sert comme d'un instrument pour étudier la nouvelle réalité en étant attentif aux différences et à tout ce qu'il faudra alors rectifier et préciser. Perception, instinct, attitude et motivation sont étudiés dans cette perspective, dans les textes publiés ici, avec une cohérence qui ne peut que donner, au moins, à réfléchir. Le cours sur perception et modulation I-968 montre que la perception ne doit pas être étudiée comme une fonction isolée, notamment de l'action mais aussi de la motivation. C'est, comme les deux autres, une des fonctions d'un être vivant, et, comme telle, elle est reliée aux autres dans une unité indissociable si ce n'est par abstraction, que l'on peut se représenter et étudier selon le schème classique de la dialectique comme la dialectique vitale de l'organisme. Mais on peut aussi étudier cette liaison selon le modèle technologique du modulateur, système triode, qui a deux entrées, l'une d'énergie, dont la puissance détermine la puissance effectrice du système, l'autre d'information, qui est portée par une énergie par principe beaucoup plus faible, et une sortie d'énergie organisée par l'information, c'est-à-dire d'action, dans un ou des organes effecteurs. On dit que l'information module, c'est-à-dire contrôle et peut faire varier, gouverner l'énergie disponible en entrée,
déterminant ainsi celle qui agit en sortie, modulation qui correspond dans tous les cas à ce qu'on peut appeler une amplification, dans la mesure où l'énergie minime porteuse de l'information se relaie dans l'énergie beaucoup plus importante actionnant le système effecteur, quel que soit le régime de puissance, y compris quand il s'agit de le diminuer voire de l'annuler. On peut ainsi étudier le vivant et donc l'homme comme un modulateur, ayant une entrée d'information, qui est d'abord la perception, une entrée d'énergie, qui est la nourriture, plus petit que l'alimentation, comme on pourrait aussi dire précisément, et la motivation dont elle est la source et la condition, et une sortie d'énergie organisée par l'information, qui est l'action au moyen des effecteurs que possède le vivant. Ainsi tout vivant peut être considéré comme un modulateur, ou mieux, comme une cascade de modulateurs, car ce sont des modulateurs superposés, organisés, les organes, par exemple, ainsi que des montages en réaction soit négatives, soit positives, qui abondent dans l'être vivant, p. 196 à 197. Le cours sur « Attitude et motivation » 1960 se réfère aussi à ce schème du relais amplificateur, modulateur triodique, même si c'est de façon un peu moins développée mais non moins cohérente. L'ensemble du vivant, avec sa zone moyenne motivationnelle qui reste le centre de gravité, est comparable à ce qu'il faudrait, en technologie pure, nommer un modulateur, comportant entrée d'information et sortie effectrice p. 383. Mais la référence au schème de la modulation, liée à la théorie technologique de l'information et de la communication, n'a rien d'une application d'un modèle technologique à une réalité d'une autre nature, d'une assimilation hâtive, oublieuse des différences avec le vivant et précisément ici le vivant humain et social. Cette théorie se distingue de la théorie de l'information en ce que la sortie n'est pas un émetteur d'information mais un effecteur, le moteur étant ce qui conditionne une actualisation d'énergie potentielle à un stimulus ou à un pattern de stimuli. Le socius est un modulateur, cependant c'est un modulateur qui n'est pas initialement tout donné comme un objet technique, mais qui est soumis à genèse et se constitue comme modulateur par des processus de développement et de conditionnement, apprentissage, ibidem. Comme à propos de la perception, il s'agit de ne pas étudier attitude et motivation comme des termes isolés, mais comme formant une unité fonctionnelle entre eux et avec l'ensemble de l'organisme qui va se différenciant au cours soit de l'ontogénèse soit de la phylogénèse. Avant toute différenciation, l'être pré-individuel contiendrait, selon cette hypothèse, un ensemble au sein duquel il ne serait pas encore possible de distinguer attitude et motivation, mais seulement énergie potentielle tenue en réserve et déclenchement successif d'actualisations oritées de cette énergie par des stimulations appartenant au domaine de l'interdépendance des organismes vivants. La différenciation progressive de trois groupes au sein d'un ensemble transductif, groupe des attitudes réceptrices, groupe des motivations, groupe des attitudes effectrices, serait à proprement parler le processus d'individuation qui est la genèse même de l'individu en situation d'interdépendance, du socius p. 377. Ce bref passage de l'introduction a l'intérêt de faire apparaître la relation de la thématique du modèle technologique, énergie potentielle, transduction, structure triodique de l'organisme avec celle de la genèse et de l'individuation, perspective fondamentale de la pensée de Simondon. Nous considérons la genèse de la triade attitude réceptrice, motivation, attitudes effectrices comme équivalentes au processus même d'individuation p. 378. Le cours sur l'instinct 1964, enfin, fait lui aussi référence au schème de la modulation pour étudier l'instinct dans le tout d'un organisme en développement, organisme vivant, c'est-à-dire unissant intimement toujours énergie, perception et action. Entre les conditions d'ordre perceptif et sensoriel et les conditions d'ordre moteur, il est tilde L.
placer des conditions d'ordre central consiste à NT en l'activation de tout organe pouvant intervenir comme un relais entre le stimulus reçu et la commande motrice envoyée aux effecteurs P. 254. Dans ce relais, pour ce qui est de l'information, elle change de sens, passant de la propagation centripète à la propagation centrifuge, et peut être diminuée, annulée ou renforcée, c'est-à-dire dans le sens le plus général du terme, amplifié, mais, en outre, pour que le relais agisse, il faut qu'il soit alimenté, qu'il recèle une énergie potentielle préalable et, dans le cas de l'organisme, on peut nommer motivation cette condition essentielle de fonctionnement du relais, et étudier comment varie cette stimulation en fonction soit des stimulations antérieures, soit des conditions internes de l'organisme, sécrétions hormonales, présence de telle ou telle substance dans le sang. Sous une notation importante car elle révèle la modalité seulement méthodologique de la référence à ce modèle technologique. Rien ne prouve d'ailleurs que l'image simple d'un relais triode suffise à rendre compte du jeu des conditions centrales, et qu'on puisse simplement assimiler la motivation à la condition d'alimentation d'un relais ibidem. Il faudrait vérifier à quoi correspondrait la fonction de polarisation qui intervient dans un relais technique. Même simple, on se reportera à la suite du texte pour voir comment il traite cette question. Entre ces divers textes, le propos est d'une très grande cohérence. Dans tous, quel que soit le thème affiché par le titre ou les premières indications données, on voit à L'(œuvre un souci de ne pas s'en tenir à une étude étroitement spécialisée, mais une approche ample et généreuse, appelant ou justifiant le recours à des points de vue d'analyse variés que nous avons indiqués. Cela correspond au fait que ce qui est aussi commun à ces textes, c'est que l'étude de la communication et de l'information, à des degrés divers, y est liée à celle de l'individuation, envisagée selon tous les niveaux de l'être, notamment la réalité physique, vitale, psychique et collective, et conduite dans une perspective génétique. Perspective grandiose, qui correspond à la problématique la plus centrale de l'œuvre de Gilbert Simondon. Le problème de l'unité des notions de communication et d'information. Tel était, en effet, l'objet de l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Tent, avec une certaine diversité mais en les liant généralement de façon étroite et intriquée, les exposés de théorie de l'information ou de théorie de la communication ou encore de théorie de l'information et de la communication qui ont été développés à partir de la seconde moitié du XXe siècle. La préférence, selon les auteurs, pour telle ou telle formulation dans les titres et annonces, en général suivie d'un passage de l'une à l'autre souvent sans explication bien claire, correspond à une réelle distinction non tant entre communication et information, car elles sont profondément liées, et même dans certains cas assimilables, encore faut-il comprendre comment, qu'à une variation du sens que l'on peut donner à l'une et à l'autre selon les contextes, les domaines, les sciences, où on les emploie. La plupart des chercheurs semblent reconnaître qu'il n'y a pas, d'un domaine à l'autre, d'unité de la signification de ces notions telles qu'elles sont employées. Mais la tentation peut être grande de chercher, sinon d'affirmer pour les moins prudents, comment les notions d'information et de communication peuvent être étendues d'un domaine à l'autre, dans quelle mesure et à quelles conditions. C'est, au demeurant, un problème évidemment ardu. L'argument utilisé par Simondon pour justifier l'organisation du colloque de Claude Shannon, qui est un des premiers théoriciens de la notion moderne d'information, en présente l'idée dans un article dont le titre utilise cependant le terme de communication. A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical. Journal, Vol. 27, juillet-octobre 1948. Repris sous forme de livre en 1949, beaucoup d'auteurs préfèrent parler de « théorie de l'information » alors qu'ils traitent du même sujet. Robert Escarpit intitule « L'information et la communication. Théorie générale », la présentation tardive de vulgarisation très claire qu'il en eut en 1991, Hachette. 3.
Les actes du colloque de Royaumont-Dont. Gilbert Simondon fut l'organisateur scientifique en juillet 1962 sur le concept d'information dans la science contemporaine, minuit, 1965, témoigne de l'interrogation tenace de la plupart des scientifiques présents sur l'unité de la notion d'information et la possibilité de son utilisation légitime en dehors de leur champ personnel de spécialité, comme, du reste, la plupart des ouvrages ou articles sur le sujet. Ce ne sont pas seulement les mathématiciens, les physiciens ou les biologistes, qui doutent que la notion d'information qu'ils élaborent ait de la validité en dehors de leur domaine respectif, par exemple LWOFF, p. 59 et le Lyonnais, p. 156. Les chercheurs en sciences humaines, en général, contestent que la notion d'information utilisée dans les sciences exactes et avant tout dans la théorie mathématique des télécommunications soit pertinente et corresponde à ce que peut être dans tous les cas une information au sens véritable, et à l'intérieur du colloque, un mathématicien comme Benoît Mandelbrot p. 81 reconnaît que le terme est mal choisi pour ce qu'on lui fait représenter en mathématiques, bien qu'il lui semble désespéré de vouloir changer de terminologie à ce stade, p. 95. Au demeurant, information a non seulement des significations différentes en mathématiques et en physique, mais même à l'intérieur des mathématiques, p. 81. Il y a plusieurs sens du terme « information » et il faut se défier de les confondre. C'est la position également de Fessard, biologiste et neurophysiologiste, p. 71, ou de Louis Couffignal, spécialiste notamment de physique et de cybernétique, pages 75 à 76 et 94. La théorie de Shannon, qui s'intitule « Théorie mathématique de la communication », ne s'occupe pas de la signification des messages transmis, ce qui revient à retirer la valeur sémantique de l'information et la réduire à ce qui n'en est que le support physique. De Royaumont de 1962 sur le concept d'information dans la science contemporaine, p. 157 à 158, est que même ceux qui, par exemple dans les sciences humaines, mettent en garde contre une extension métaphorique et illégitime de ces notions telles qu'on les trouve définies dans les sciences et les techniques des télécommunications et leur théorisation mathématique, semblent cependant témoigner eux aussi, en les utilisant dans leur domaine propre, fût-ce au prix d'une redéfinition adaptée, de l'intérêt qu'elles peuvent présenter, d'une tendance à leur élargissement à d'autres domaines et du besoin d'en chercher les conditions légitimes. Introduction que Simondon est-il dû à l'exposé de Norbert Wiener, page 99 à 100, est significative à cet égard, au-delà de la nécessaire courtoisie qu'appelle la situation. Il le présente comme faisant travailler de façon exemplaire une équipe de chercheurs de différentes disciplines, dans laquelle en somme, peut-il dire avec une pointe d'humour mais aussi sans doute d'admiration réelle, les difficultés de communication entre les diverses spécialités tendent à être surmontées au moins dans les faits. Incontestablement, et sans préjuger des résultats auxquels la rigueur doit limiter. Simondon est de ceux qui, comme Wiener ou Bertalanffy, cherchent de quelle manière les travaux dans différents domaines entièrement séparés par principe, ontologiquement et méthodologiquement, peuvent être mis en relation les uns avec les autres dans le cadre d'un nouvel encyclopédisme, où tout est risqué mais doit être tenté, en étant scrupuleusement contrôlé. Simondon porte plus haut que beaucoup et la passion de l'unité ou de la continuité, et la passion de la difference ou de la discontinuité. Cependant, même si son but est de construire une conception de la communication et de l'information qui puisse valoir pour les divers domaines de la réalité, Simondon part, comme d'un problème dont il faut d'abord prendre toute la mesure de la difficulté, de la reconnaissance des différences profondes ontologiques qui existent entre eux. En effet, la théorie de l'information, théorie technologique de l'information, tirée d'abord par abstraction de la technologie des transmissions, tend à ramener l'information aux signaux ou supports ou véhicules d'information, 4 et leur communication à leur transmission en termes de quantité 5,
ce qui exclut ou met entre parenthèses la dimension de 4. Il fit, p. 35, voir aussi, p. 328 à 329. Il ne faut pas confondre l'information avec les signaux et supports de signaux qui constituent son médiateur. On se reportera également à la conférence faite à la Société française de philosophie, le 27 février 1960, intitulée « Forme, information, potentiel », publiée dans Il fit, p. 531, 5, ILFI, 2, Chap. 2, 4, de l'information à la signification, p. 220. La notion d'information nous est livrée à l'état séparé par les techniques nommées techniques de l'information, à partir desquelles a été édifiée la théorie de l'information. Mais il est difficile de retirer de ces techniques multiples, dans lesquelles la notion d'information est utilisée et conduit à l'emploi de quantité, une notion univoque d'information. En effet, la notion d'information apparaît de deux manières presque contradictoires. Pour résumer schématiquement, dans un premier cas, l'information est, comme l'exprime Norbert Wiener, ce qui s'oppose à la dégradation de l'énergie, à l'augmentation de l'entropie d'un système, elle est essentiellement négantropique, et, alors, le signal d'information est signification. On ne peut, dans ces conditions, en retirer une notion générale et univoque, applicable aux problèmes de l'information et de la communication dans le domaine des vivants et des hommes, où la dimension de signification est incontournable. Réciproquement, la nécessité, pour les théories de l'information et de la communication qui prétendent concerner ce domaine, de prendre en compte essentiellement cette dimension, sous peine de dénaturer le phénomène de l'information, semble rendre inenvisageable d'utiliser leurs modèles et d'importer leurs exigences dans les domaines physiques et technologiques, sous peine de céder au prestige de la métaphore et de l'anthropomorphisme. Or, ce que cherche Simondon, selon sa manière la plus générale de faire pour traiter philosophiquement les conflits de notions ou d'idées, est de rendre compatibles ces deux points de vue extrêmes, sans supprimer leurs propriétés irréductibles, et de construire un paradigme de l'information et de la communication qui tienne compte des exigences propres aux deux. Si la notion de forme mérite alors d'être remplacée par celle d'information pour être étendue à l'ensemble des niveaux ontologiques d'individuation, physique, technique, vitale, psychique et collectif, c'est au prix d'une réforme de cette notion d'information et, d'abord, d'une réforme corrélative de celle de communication. Nous résumerons schématiquement les analyses de l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, thèse soutenue dès 1958. Cela nous permettra de situer les textes que nous publions ici par rapport à elles et de faire apparaître le degré de cohérence extrêmement étroit avec elles. La doctrine de l'individuation comme communication dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Le problème qui conduit à l'analyse de la communication, dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, est celui de l'individuation. Individu ne doit pas être considéré comme une substance mais comme ce qui en ce sens ce qui n'est pas prévisible, p. 221. Cependant, en un autre sens, du point de vue des conditions de sa transmission et de sa réception, l'information est ce qui implique régularité et retour périodique, prévisibilité. Le signal est d'autant plus facile à transmettre qu'il est plus facilement prévisible, et pour qu'il soit bien reçu, il faut qu'il soit presque prévisible pour le système de réception p. 222. On pourra également se reporter sur ce point à forme, information, potentiel ou, après qu'il a été envisagé de compléter les insuffisances de la théorie de la forme Gestalt en faisant appel à celle de l'information p. 541 sont reconnues à leur tour les limites de celle-ci, si on voulait la transposer directement dans le domaine psychologique et sociologique p. 542 car selon elle la meilleure forme serait celle qui exige la moindre quantité d'information. Il y a là quelque chose qui ne paraît pas possible.
On ne peut accepter sans modification la théorie de l'information dans le domaine psychosocial parce que, dans ce domaine, il faudrait trouver quelque chose qui permette de qualifier la meilleure forme comme étant celle qui possède le plus haut degré d'information, et cela ne peut se faire à partir du schème négantropique, de la recherche probabilitaire ibidem. S'individue, ce qui advient par individuation d'une réalité non individuée, pré-individuelle. À la limite, il n'y a pas d'individu donné, il n'y a que de l'individuation. On ne peut saisir quelque chose comme un individu que dans sa genèse individuante, durant sa genèse individuante, parfois même dans le temps de sa prise de forme individuante, comme individu s'individuant 6. Et, si l'on veut rendre compte de l'individuation de façon radicale, au lieu d'en présupposer toujours l'existence sous une forme ou une autre, y compris sous la forme d'un principe d'individuation, conçu comme un terme individué, il faut le faire à partir de l'hypothèse d'une réalité pré-individuelle, d'une réalité contenant du pré-individuel, des ressources de pré-individuel, du potentiel d'individuation. L'être est relation avec lui-même, son être est essentiellement devenir, et avec ce qu'il n'est pas, son milieu, l'être ne doit pas être pensé comme substance, une chose qui subsiste telle qu'elle tant qu'une cause extérieure ne vient pas l'affecter, la perturber, la modifier, l'accroître ou la détruire, mais comme un système recélant des potentiels et renfermant une certaine incompatibilité par rapport à lui-même, incompatibilité faite de force de tension aussi bien que d'impossibilité d'une interaction entre termes extrêmes des dimensions, LLFI, p. 25. L'énergie potentielle dans un système est ce qui est susceptible de donner lieu à une transformation du système par modification de son état énergétique, page 67, et elle dépend d'une différence dans la répartition des quantités d'énergie dans le système. La capacité pour une énergie d'être potentielle est étroitement liée à la présence d'une relation d'hétérogénéité, de dissymétrie relativement à un autre support énergétique. Lorsqu'une résolution partielle de cette incompatibilité que comporte le système a lieu, l'individuation advient, l'être devient ce qu'il est, car le devenir est une dimension de l'être est devenir, et ce caractère de devenir de l'être est ce par quoi l'être devient en tant qu'il est, comme être. Le devenir de l'être n'est pas un accident, il n'est pas seulement le résultat d'une affection par une cause externe, c'est l'être même de l'être. Le devenir est une dimension de l'être, non ce qui lui advient selon une succession qui serait subie par un être primitivement donné et substantiel. L'individuation doit être saisie comme devenir de l'être, p. 31. Mais pour qu'une résolution partielle du système soit possible, c'est-à-dire pour que son énergie potentielle s'actualise, il faut qu'il soit en équilibre métastable, faux équilibre, à la limite du déséquilibre, c'est-à-dire tel que l'incidence en lui d'une quantité d'énergie minime puisse entraîner une modification en lui par corrélation des ordres de grandeur primitivement sans médiation, p. 26 et jusque-là incompatible en 6. Cf. À propos de la prise de forme de l'individu technique comme une brique. Il fit, p. 61 à 62. Le véritable individu n'existe qu'un instant pendant l'opération technique. Il existe tant que dure la prise de forme. Après cette opération, ce qui subsiste est un résultat qui va se dégradant, non un véritable individu. C'est un être individué plutôt qu'un individu réel, c'est-à-dire un individu individuant, un individu s'individuant. 7. Ibidem, p. 70. L'énergie potentielle apparaît toujours comme liée à l'état de dyssymétrie d'un système. En ce sens, un système contient de l'énergie potentielle quand il n'est pas dans son état de plus grande stabilité. Lui, à la manière dont le germe cristallin, introduit dans son noumère, déclenche la cristallisation qui s'étend de proche en proche selon toutes les directions, l'apport local de la singularité qu'il contient rompant la métastabilité du système où il est introduit. Cf. p. 33 et 72 à 97. Voir aussi. Forme, information,
potentiel, in, LFL, p. 532. Le véritable principe d'individuation et médiation, supposant généralement dualité originelle des ordres de grandeur et absence initiale de communication interactive entre eux, puis communication entre ordres de grandeur et stabilisation, ILFI, p. 27. C'est la communication entre les ordres de grandeur correspondant à l'énergie potentielle du système, c'est-à-dire la résonance interne du système 8, qui est déclenchée par l'incidence énergétique minime faisant évoluer le système en état métatable. On voit ici que c'est la possibilité de cette communication à l'intérieur du système, qui rend possible la communication avec le système, réalisée par cette entrée input, nous y reviendrons, car c'est ce en quoi la problématique de la communication diffère de l'analyse en termes de causalité classique. La disproportion de grandeur entre la quantité d'énergie appliquée à l'entrée du système établissant la communication avec ce système et l'ampleur des modifications énergétiques et structurelles déclenchées dans le système communication interne est caractéristique du processus général de la communication véritable. L'exemple de la cristallisation, souvent repris dans l'œuvre de Simondon, est éclairant et pédagogique, dans la mesure où il permet de saisir à une échelle macroscopique un phénomène qui repose sur des états de système appartenant au domaine microphysique, moléculaire et non molaire ibidem, et où il fait apparaître de manière claire comment une incidence énergétique minime et, de plus, relativement indéterminée et aléatoire est susceptible de déclencher un processus de propagation indéfini. I.O., qui est caractérisé par les notions de transduction et amplification. Un cristal qui, à partir d'un germe très petit, grossit et s'étend selon toutes les directions dans son eau mère fournit l'image la plus simple de l'opération transductive. Chaque couche moléculaire déjà constituée sert de base structurante à la couche en train de se former. Le résultat est une structure réticulaire amplifiante P. 33. Cf. Forme, information, potentiel, p. 532. La transduction, dont nous verrons l'importance à partir de la conférence sur l'amplification dans les processus d'information est-il une opération, physique, biologique, mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche à l'intérieur d'un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opéré de place en place ILFL, p. 32. C'est une opération amplifiante, par cette Pro 8, IBID, p. 33, N. 2. La résonance interne est le mode le plus primitif de la communication entre des réalités d'ordre différent. 9. L'amplification dans les processus d'information infra, p. R6R. Le germe cristallin peut ne pas être constitué par l'espèce chimique constituant la solution métastable, mais seulement par une espèce cristallisant dans le même système, syncristallisation, comme une simple poussière ou une perturbation provoquée en un point de la solution. Rho. IBID. On peut obtenir ainsi un monocristal de taille considérable, pesant parfois plusieurs kilogrammes, à partir d'un germe constitué de quelques molécules seulement. Propagation, la réalité s'amplifie comme le cristal grossit. En se propageant de manière transductive, cette réalité amplifiée acquiert une structure réticulaire, qu'on peut qualifier elle aussi de transductive. La transduction amplificatrice est l'opération par laquelle une incidence énergétique minime est susceptible de se propager dans un système métatable, d'établir une communication avec ce système et, ce faisant, des parties de ce système entre elles, plus petit que résonance interne, c'est-à-dire l'opération par laquelle est susceptible de s'individuer un système dans sa relation à lui-même et à la réalité avec laquelle il communique et fait système. C'est dire que le véritable principe d'individuation n'est pas quelque chose de particulier dans la réalité, mais la médiation, le couplage, qui s'établissent entre les grandeurs disparates à l'intérieur du système qui s'individue et entre ce système et son milieu,
c'est-à-dire l'ensemble de la réalité qui est sa ressource et son fondement énergétique, car la notion de milieu est aussi importante pour les systèmes physiques que pour les vivants, voire p. 63. Cela vaut pour les systèmes physiques ou techniques. Mais, quand on se tourne vers l'individuation du vivant, on ne peut en rendre compte de la même manière, et, en prenant l'individuation physique comme paradigme, c'est-à-dire comme point de repère pour la comparaison, on peut noter précisément en quoi l'individuation ne se produit plus, comme dans le domaine physique, d'une façon seulement instantanée, quantique, brusque et définitive p. 27 Car le vivant est l'être qui résulte d'une individuation initiale et qui amplifie cette individuation p. 28 Ce qui le différencie de l'objet technique le plus perfectionné, différence que néglige le mécanisme cybernétique, qui voudrait les assimiler fonctionnellement. Il se caractérise par une activité d'individuation permanente, il existe en lui un régime plus complet de résonance interne exigeant communication permanente, et maintenant une métastabilité qui est condition de vie p. 27. Le vivant est sans cesse en train de s'individuer et tout en lui va s'individuant, ce en quoi, à la différence des systèmes physiques qui s'individuent à leurs limites et sont tout en surface, en extériorité, il a une intériorité véritable, qui est le théâtre d'une série d'individuations permanentes. L'individu vivant a au contraire une véritable intériorité, parce que l'individuation s'accomplit od idens p. 28. Il ne s'adapte pas seulement à son milieu, ce qui veut dire modifier sa relation à ce milieu comme peut le faire aussi bien une machine, mais il se modifie lui-même et s'invente des structures internes nouvelles, autrement dit, c'est en s'introduisant lui-même complètement dans l'axiomatique des problèmes vitaux qui le caractérisent, qu'il les résout selon sa manière propre. Ainsi, le vivant est à l'intérieur de lui-même un nœud de communication informative et, ce faisant, le système qu'il constitue fait notamment comme lui. La traduction caractérise une opération ontogénétique produisant cette réalité, la structure de la réalité ainsi produite, et aussi, précise Simondon, une opération de connaissance et la structure de la représentation adéquate de cette réalité. La possibilité d'employer une traduction analogique pour penser un domaine de réalité indique que ce domaine est EFFT. Activement le siège d'une structuration traductive, il fit, p. 33. Niquer un ordre de grandeur cosmique, par exemple l'énergie lumineuse solaire, et un ordre de grandeur inframoléculaire, p. 28. 5. C'est-à-dire qu'il est le théâtre où sont mis en relation ces ordres de grandeur et de réalité, qui de la sorte forment système en lui et par lui. On voit que l'individuation dans le vivant, par rapport à celle des systèmes physiques, se caractérise par un régime où communication et résonance interne s'intensifiant, s'amplifiant, deviennent plus complètes et plus permanentes. On peut rendre compte du passage, enfin, au niveau psychique et collectif plus petit que collectif ne s'identifie pas tout à fait à humain, mais lui est essentiel en disant qu'il y a encore renforcement de cette intensification de la résonance interne, on ne passe pas, avec le psychique et le collectif, à autre chose qu'à du vivant, mais, en un sens, à un autre régime de la vie. Cela correspond au fait que l'individu communique davantage avec lui-même et avec son milieu. Ce en quoi ici la problématique intérieure n'est pas seulement vitale, c'est qu'il y intervient lui-même comme un sujet dans un monde. Un sujet, c'est-à-dire un être vivant individué mais qui se représente son action à travers le monde comme élément et dimension du monde. Le psychisme est poursuite de l'individuation vitale chez un être qui, pour résoudre sa propre problématique, est obligé d'intervenir lui-même comme élément du problème par son action, comme sujet p. 29. La subjectivité et la représentation sont des dimensions dont l'intervention correspond à l'intensification et à l'amplification de la communication avec soi et de l'intériorité. L'amplification de la communication avec le milieu conduit à lui donner la dimension du monde, notamment sous sa dimension sociale, ou plutôt psychosociale.
L'être psychique ne peut résoudre en lui-même sa propre problématique. Sa charge de réalité pré-individuelle, en même temps qu'elle s'individue comme être psychique qui dépasse les limites du vivant individué et incorpore le vivant dans un système du monde et du sujet, permet la participation sous forme de conditions d'individuation du collectif. Cela signifie que le groupe psychosocial, le collectif, n'est pas composé d'individus ayant des relations intra-individuelles, c'est-à-dire entre individus considérés comme constitués et isolés, mais qu'en lui chaque individu est condition d'un prolongement amplifiant de l'individuation en réalité transindividuelle, qui est encore une forme d'individuation. C'est le niveau psychosocial, collectif, de la réalité, qui ne doit pas être confondu avec la réalité sociale, qui correspond, quant à elle, à des relations intra-individuelles. Les deux individuations, psychique et collective, sont réciproques l'une par rapport à l'autre et le mode d'existence transindividuel traduit la manière dont l'individuation psychique s'amplifie elle-même dans une communication avec une dimension qui la dépasse en un sens tout en étant conditionnée par elle. Ainsi, pour rendre compte du processus d'individuation selon les diverses formes de la réalité physique, vitale, psychique et psychosociale, on semble pouvoir tout ramener, selon des degrés d'intensité variables, à la communication, c'est-à-dire à la possibilité de résonance interne d'un système qui est le mode le plus primitif de la communication, le plus général et le plus propre. À donner une image simple de la manière dont il faut chercher à la comprendre. L'essentiel de la conception de l'individuation, dès lors, est construit, et, dans l'exposé que constitue l'introduction de l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, il est l'apostrophe est à partir et à la lumière de la notion de communication, plutôt que d'information, qui est absente jusqu'à la page 31, où elle est enfin introduite 12. L'individuation a pu être pensée jusque-là comme ce qui advient à un système défini en termes d'énergie. Système possédant tension interne, énergie potentielle, métastabilité, résonance interne P. 26 et, dans ces conditions, c'est en termes de communication, qu'est déterminé le véritable principe d'individuation P. 27 Communication entre les ordres de grandeur des quantités d'énergie potentielle contenues dans le système et, à vrai dire, dans le système complet qu'il forme avec son milieu, qui est le fondement énergétique de l'individuation. La doctrine de l'individuation comme information dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Avec l'introduction de la référence à la notion d'information, cette présentation de la manière dont l'individuation se réalise aux divers niveaux de l'être ne sera en rien modifiée pour ce qui a été établi jusque-là, et, de taille, l'exposé est intelligible et pourrait se suffire à lui-même, d'une certaine manière, sans que rien de notable n'ait à y être ajouté, en dehors précisément de la référence à la notion d'information. Celle-ci n'intervient qu'alors, après que l'essentiel du travail de construction de la théorie de l'individuation a été réalisé en termes d'énergie et de communication, même si l'on ne doit pas sous-estimer la lumière qui peut venir de ce complément, si la notion est récemment rectifiée et repensée. C'est bien ainsi que cette intervention est présentée page 31. Un ensemble de réformes de notions a permis jusque-là de construire et de présenter cette nouvelle conception de l'individuation selon tous les niveaux de l'être. Elle va être maintenant éclairée par la notion d'information, elle-même réformée et réélaborée 1.3.12. Jusqu'à la page 31, la notion d'information est absente, ou presque. À vrai dire, une citation de la notion a lieu page 26, mais sans aucune analyse, comme une annonce de ce qui sera entamé et développé à la page 31. Si la notion d'information intervient, même discrètement, dès le niveau de l'analyse du vivant, et plus encore du psychisme, alors qu'elle est réalisée fondamentalement en termes d'énergie et non pas d'information, c'est que l'information est toujours signification, la bonne forme est toujours signifiante, et que le domaine de la vie, et plus encore celui du psychisme et du collectif,
l'indique comme une exigence évidente, alors que, dans le domaine physique, c'est plutôt ce qui paraît paradoxal et obscur. 13. Notion empruntée à la plus lointaine tradition philosophique avec la notion de forme chez Platon et Aristote, et à des théories récentes comme celle de la psychologie de la forme, et celle tirée des technologies de la communication de l'information, qui ont toutes quelque chose de bon, mais méritent d'être réformées. Et dont l'hypothèse va soutenir cet ensemble de réformes. Un tel ensemble de réformes des notions est soutenu par l'hypothèse d'après laquelle une information n'est jamais relative à une réalité unique et homogène, mais à deux ordres en état de disparition. L'information, que ce soit au niveau de l'unité tropistique ou au niveau du transindividuel, n'est jamais déposée dans une forme pouvant être donnée. Elle est la tension entre deux réels disparates, elle est la signification qui surgira lorsqu'une opération d'individuation découvrira la dimension selon laquelle deux réels disparates peuvent devenir systèmes. L'information est donc une amorce d'individuation, une exigence d'individuation, elle n'est jamais chose donnée. Il n'y a pas d'unité et d'identité de l'information, car l'information n'est pas un terme. Elle suppose tension d'un système d'être. Elle ne peut être qu'inhérente à une problématique. L'information est ce par quoi l'incompatibilité du système non résolu devient dimension organisatrice dans la résolution. L'information suppose un changement de phase d'un système car elle suppose un premier état pré-individuel qui s'individue selon l'organisation découverte. L'information est la formule de l'individuation, formule qui ne peut préexister à cette individuation. On pourrait dire que l'information est toujours au présent, actuelle, car elle est le sens selon lequel un système s'individue, p. 31. À partir d'ici, la conception de l'individuation établie en termes énergétiques est traduite en termes d'information, sans être modifiée en rien pour ce qui a été établi, bien que cela constitue un complément essentiel. La possibilité de cette correspondance entre énergie et information, si on veut l'établir rigoureusement, se situe, en un sens, au cœur du problème. Le problème de l'individuation serait résolu si nous savions ce qu'est l'information dans son rapport aux autres grandeurs fondamentales comme la quantité de matière ou la quantité d'énergie, p. R 61. Car l'information n'est pas l'énergie. La question est de savoir à quelles conditions, dans quelles conditions, l'énergie peut en venir à valoir comme information, peut devenir information. Il faut noter, toutefois, que la notion d'information, lors de son introduction, n'est pas présentée comme un objet de recherche et d'analyse notionnelle, mais d'emblée sous la forme d'une conception, d'une hypothèse sur la nature de l'information, non pas une chose ni cause matérielle, ni énergie, ni message mais une relation, pour abréger. On n'assiste pas à l'élaboration de la réforme de cette notion ni à l'analyse de ses raisons. On ne reviendra pas, dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, de façon plus approfondie sur les justifications de cette hypothèse, à l'exception très notable du paragraphe intitulé « De l'information à la signification de Chap. 2, 4, p. 220 SQUARE », c'est-à-dire assez tardivement, voire supra-N. 5 qui est très éclairant sur ce point. Dans le corps de l'ouvrage, la notion d'information est analysée et enrichie progressivement au FIJR et à mesure des besoins de l'étude de l'individuation selon la méthode habituelle de Simondon à l'égard de l'analyse et de l'élaboration des notions, mais elle ne fait nulle part, me semble-t-il, l'objet d'un exposé vraiment général et synthétique sur sa nature et ses conditions, à l'exception, dans une certaine mesure, du paragraphe mentionné, p. 220. En revanche, l'introduction de l'amplification dans les processus d'information, c'est un des intérêts de ce texte, fournit un tel exposé en quelques dizaines de lignes denses et se présente comme la réponse, indépendante de tout présupposé ou adjuvant théorique nécessaire, à la question. Qu'est-ce que l'information? À quelles conditions peut-il y avoir information?
plus petit que être ou ne pas être information. P. 159. On peut s'y référer utilement pour vérifier la compréhension et la synthèse que l'on opère progressivement en suivant l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Nous allons le vérifier dans la suite immédiate. Comment cette hypothèse peut-elle constituer un soutien pour l'ensemble de réformes des notions constitutives de la théorie de l'individuation? Quelle lumière décisive apporte-t-elle et à quel problème déterminé? En quoi la théorie de l'information, présentée ici comme une hypothèse, fait-elle davantage que traduire l'analyse de l'individuation comprise d'abord en termes d'énergie et à la lumière de la notion de communication, davantage même que compléter cette analyse, et en quoi peut-elle la soutenir et surtout l'éclairer? C'est ce qu'il faut comprendre maintenant. D'abord, la théorie de l'information paraît correspondre étroitement avec celle de la communication dans la mesure où la notion d'information semble venir compléter l'analyse de la communication et de l'individuation. C'est l'incidence énergétique minime, responsable de la communication interne et externe du système, qui est conçue maintenant comme information. Cela paraît conforme à la manière dont l'équivalence entre théorie de la communication et théorie de l'information semble aller de soi chez des théoriciens comme Shannon ou Wiener, mais cela risque aussi de conduire à comprendre, comme eux, l'information comme n'étant rien d'autre que cette incidence matérielle et énergétique, que l'on pourrait alors quantifier. Et l'objectivation et la quantification de l'information sont, pour Simondon, la caractéristique de la théorie technologique de l'information et de la cybernétique, et aussi leur défaut principal, en dépit de tout l'intérêt qu'il peut leur reconnaître par ailleurs 14. Mais cette orientation correspond à une simplification. L'information ne peut être réduite à une réalité objective, et, sur ce point, Simondon se sépare de ses théoriciens. L'incidence de l'information, de l'énergie quand elle prend valeur d'information, ne peut être assimilée à l'action d'une cause, telle qu'elle est comprise en général dans la physique classique. Car la communication avec un système n'est pas la transmission à ce système d'une réalité donnée, mais communication externe et communication interne étant indissociables, l'incidence de ce qui fait qu'il communique avec lui-même, résonance interne, c'est-à-dire qu'il s'individue. Si la communication est toujours individuation, si c'est de son fait qu'adviennent les formes, il faut reconnaître qu'elle est informante, qu'elle est information. Et il ne faut pas dire qu'elle communique de l'information, des formes, des messages, comme si c'était un objet déterminé, une réalité objectivable. Cette nouvelle 14, voire MEOT, notamment P. I2 9 I33, I34 et I36, et ILFI, P. 220 à 224, ainsi que forme, information, potentiel, P. 531. Conception de la communication suppose ainsi corrélativement que l'information ne soit pas une réalité donnée, que l'on puisse transmettre, transporter, transférer, sens que l'on donne alors nécessairement à communiquer 15. En revanche, l'information n'est jamais relative à une réalité unique et homogène, mais à deux ordres en état de disparition. Elle n'est jamais chose donnée, n'est pas un terme, elle suppose tension d'un système d'être, ILFI, P. 31. L'information, à la différence de la forme, n'est jamais un terme unique, mais la signification qui surgit d'une disparition, P. 35. Dans ces conditions, cette réforme de la notion d'information correspond de manière étroite et convient à celle des notions de communication et d'individuation. La communication est individuation et information. L'information n'est pas une chose donnée, c'est une amorce d'individuation, une exigence d'individuation, la formule de l'individuation. Et l'information, qui, convenablement entendue, doit toujours être conçue comme signifiante, significative, est le sens selon lequel un système s'individue. Analyse de la notion d'information dans la conférence de Royaumont.
La partie introductive de la conférence sur l'amplification dans les processus d'information livre les formulations sans doute les plus claires, démonstratives et synthétiques. Elle procède à une analyse de la notion d'information qui ne se réfère pas à celle d'individuation, ni même à celle de communication. Elle permet pourtant de caractériser clairement et distinctement la nature des systèmes entre lesquels il peut y avoir communication et du processus de communication en général. La condition de possibilité première de l'information. La réception. La question de la définition de la nature de l'information est posée ici explicitement avec une grande radicalité, en termes de conditions de possibilité, sans aucune présupposition philosophique, à partir de l'analyse de la relation avec un système en général. Être ou ne pas être information ne dépend pas seulement des caractères internes d'une structure. L'information n'est pas une chose, mais l'opération d'une chose arrivant dans un système et y produisant une transformation, p. 159, en sorte de renforcer l'opposition de la chose et de l'opération et de déréifier l'idée d'opération, il est précisé que l'information est acte. Cela ne veut pas dire simplement que l'information agit comme un agent ou une cause. 15. De ce point de vue, Simondon se sépare autant de la théorie mathématique, technologique, cybernétique de l'information, que de ceux qui, du côté des sciences humaines et de la philosophie, dans le but de s'opposer à celle-là, affirment qu'il n'y a communication et information humaine que là où il y a échange de messages. Ici encore, du point de vue de Simondon, c'est vrai et c'est faux, c'est insuffisant. Responsable d'un acte, mais qu'elle n'est qu'en acte et qu'elle est inséparable de l'événement et de la facticité de sa réception. Ce point est important. Ce qui est décisif, à l'égard de l'information, ne tient pas à sa transmission comme on le pense en général dans le cadre de la théorie mathématique et technologique, ni même à son émission, comme on le revendique souvent dans les sciences humaines ou la philosophie, car ce qui fait qu'il y a information tient à sa réception. Ce n'est pas l'émetteur qui fait qu'une structure est information, elle n'est information que si elle est reçue comme telle. En revanche, ce qui a pu être émis intentionnellement comme signal peut ne pas être reçu comme tel, et, dans ce cas, n'existe que comme énergie qui va se dégrader dans tel ou tel système. Et inversement, preuve décisive, sobre et élégante, une structure quelconque, qui n'est pas produite pour constituer une information, plus petit qu'un phénomène de hasard, peut de failli déclencher un système, qui se conduit alors comme un récepteur. C'est cela qui fait qu'elle est information, en acte, et on peut dire aussi, dans ces conditions, que le récepteur est agent. Le fait de l'information est lié à deux conditions technologiques en relation étroite, tenant, d'une part, à la nature du système récepteur. Un système possédant une énergie potentielle en état métastable, un quasi-système, un système à entrée, d'autre part, à la nature de l'énergie incidente appliquée à son entrée. Que l'énergie incidente venant de l'émetteur soit aussi faible qu'on le voudra. On retrouve les conceptions de l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Cependant, on n'a plus affaire ici à une élucidation ontologique mais à une analyse technologique démonstrative. L'information comme régime de causalité distinct de la causalité mécanique. Cette analyse de la nature du système susceptible de recevoir une quantité minime d'énergie comme une information est d'une importance décisive. Elle permet de déterminer l'information et donc la communication comme caractéristique d'un régime de causalité distinct de la causalité mécanique de la physique classique 16. En effet, si une quantité minime d'énergie peut être dite informée, si une telle information peut être dite individuer un système, c'est que son effet n'est pas réductible à celui d'une cause mécanique extérieure sur un objet avec la réaction qui s'ensuit dans les processus linéaires 17. Cependant, il ne s'agit pas 16. Même si l'analyse des processus de détail qui composent le phénomène peut toujours en rendre compte en les ramenant au régime général de l'action causale de la physique classique. Mais la spécificité du phénomène est alors perdue,
dissoute dans son analyse de détail. On pourra se reporter au MEOT, p. 129 SQUARE, sur la manière dont le développement des véhicules de l'information, et tout particulièrement des courants faibles, considérés comme non porteurs d'énergie, mais comme véhicules d'une information, a naturellement apporté une modification très profonde de la philosophie des techniques. 17. Voir Norbert Wiener, Cybernétique et Société, Paris, Deux Rives, 1952, p. 50 à 5i. Pour Simondon de noter seulement que, dans ces conditions, des causes minimes peuvent produire des effets considérables, mais que cette cause n'agit pas à proportion de sa quantité d'énergie, en additionnant ou en retranchant sa quantité d'énergie de celle du système auquel elle s'applique et qu'elle déclenche. En revanche, dans le système, un effet d'amplification et produit en lui une modification qui concerne son processus d'individuation. Une incidence énergétique quelconque minime, relativement indéterminée, à partir du moment où elle est reçue par un système qui réagit en individuant sa forme, sa structure, l'équilibre de l'énergie et la répartition de la matière en lui, mérite d'être appelée information. L'information ne se confond pas avec l'énergie, mais elle nécessite sans doute une énergie pour être transportée. Cependant, ce qui caractérise les systèmes cybernétiques, les amplificateurs, de façon générale les systèmes susceptibles d'être récepteurs à un moment donné, c'est qu'une quantité d'énergie minime est nécessaire pour établir une communication avec eux. 18. Si la modification qui survient dans un système est l'effet direct et proportionné d'un ensemble de causes qui lui sont appliquées, on parlera de couplage entre les systèmes au sens du concept physique des systèmes couplés. En revanche, si la quantité de l'énergie incidente ne modifie pas sensiblement, par addition ou soustraction, celle du système adressé, elle sera seulement support d'information et on pourra parler de communication entre eux. 19. Pour le dire de façon aussi, un processus linéaire est un processus dans lequel lorsqu'une certaine cause produit un certain effet, au double de la cause répondra le double de l'effet. Parenthèse ouvrante. Néanmoins, aucun des phénomènes vraiment catastrophiques de la nature et de l'expérience scientifique n'approche même de l'état linéaire. 18. Cf. L'amplification dans les processus d'information INFTA. Page 160 et N. Wiener, Cybernétique et Société. Page 40, qui parle alors de couplage informationnel mais non énergétique. 19. Quand Simondon ne se réfère pas au cadre théorique de la physique des systèmes couplés, il donne à couplage le sens très général et rudimentaire de liaison d'une réalité à une autre. C'est ainsi que, dans la première phrase du premier chapitre du cours sur la communication, c'est un des termes qu'il utilise avec mise en continuité pour commencer à définir la notion de communication au sens le plus primitif, donc en un sens au moins aussi général qu'elle. Mais ce que Simondon, dans l'amplification dans les processus d'information, nomme couplage entre des systèmes au sens du concept physique des systèmes couplés, page 160, est un échange énergétique réversible entre deux systèmes qui peuvent être stables, qui assurent qu'ils évoluent en interagissant l'un sur l'autre comme les parties d'un système englobant. Simondon reconnaît que la communication d'information ne relève pas du concept physique des systèmes couplés, le couplage énergétique de Wiener, qui ne permet pas de rendre compte avec précision de la fonction d'information, mais c'est précisément parce qu'il y a dans ce cas un jeu énergétique dont la particularité constitue toute l'essence technique de la communication de l'information, la structure du relais, le fait qu'une énergie tout à fait minime soit capable de déclencher une énergie bien plus considérable du système effecteur, ce qui suppose qu'il y ait irréversibilité de la communication, sinon on serait dans le cas du couplage classique que l'énergie incidente n'entre pas directement en compte avec celle. Peu technique que possible, informé, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un système physique, vivant ou humain, c'est communiquer avec lui, c'est-à-dire non pas le modifier par la puissance,
en lui appliquant directement la quantité massive d'énergie nécessaire à son remodelage en force de l'extérieur, mais appliquer à une entrée juste l'énergie minime nécessaire pour déclencher un processus par lequel il se modifie lui-même par actualisation de son énergie potentielle. Il faut donc que le système récepteur possède des énergies potentielles en état métastable telles qu'une incidence énergétique minime puisse le déclencher. Ce système, dans ces conditions, n'est pas un système fermé, au sens de la thermodynamique, mais Simondon préfère ne pas l'appeler système ouvert, selon la dénomination de Bertalanffy, R20, mais quasi-système. C'est que le système ouvert, tel que le conçoit Bertalanffy, est à peine un système, aux yeux de Simondon, c'est un système négatif qui n'a qu'à peine les caractéristiques d'un système, une certaine fermeture, un certain isolement. Si le système est vraiment ouvert, quel que soit, à un moment donné, les relations déterminées entre les éléments dont il est censé être formé, elles risquent de ne lui assurer qu'une individualité d'apparence et une systématicité éphémère. Plus il est ouvert, plus il est soumis à l'ensemble des facteurs possibles de la causalité ambiante, il tend à n'être que le lieu de passage d'une diversité de séries causales. Dans ces conditions, ce qui lui arrive n'a pas de raison d'échapper au régime général de la causalité mécanique et ne relève donc pas d'une logique de système. S'il est entièrement fermé, ce qui est le cas étudié par la thermodynamique, aucune incidence n'est possible sur lui, aucune communication avec lui, et son devenir est déterminé au total comme l'augmentation de l'entropie en lui, c'est-à-dire de la désorganisation, de la stabilité, du contraire de l'information. En revanche, pour qu'il puisse y avoir une évolution influencée par l'extérieur, mais aussi un jet de système sur son devenir, il faut une certaine fermeture systématique de principe, seulement limitée par la possibilité d'une ouverture sur l'extérieur, toujours plus ou moins sélective, donc. Il faut, pour cela, que le changement d'état possible du système par le jeu de l'énergie potentielle qu'il possède ne dépende pourtant pas seulement de facteurs internes, sinon il serait fermé et isolé, mais nécessite le déclenchement par une incidence énergétique minime du système qui la reçoit, ni par addition, ni par soustraction, ni ne se retrouve dans le travail produit en sortie par le système effecteur piloté ainsi, et qu'enfin on puisse caractériser une zone mixte d'interaction entre les deux systèmes, où l'énergie faible incidente étant communiquée irréversiblement au système de puissance qu'elle déclenche, puisse se manifester comme information. 20. Ludwig von Bertalanffy, dont les publications furent d'abord, à partir de 1928, de biologie et de réflexion sur la biologie, notamment sur la morphologie dynamique. La morphogénèse rassembla ses principales considérations théoriques sur les systèmes dans son ouvrage intitulé General System Theory, New York, G. Brasier en 1968, traduit en français chez Borda en 1973 sous le titre de Théorie générale des systèmes, mais ces conceptions, rendues publiques un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, ont commencé à être connus des spécialistes surtout à partir de 1950. Et que, cependant, l'évolution du système ne dépend pas principalement de causes extérieures mais avant tout de l'état de l'énergie potentielle en lui. C'est ce que Simondon appelle, dans l'amplification dans les processus d'information, quasi-système, et dans le cours sur la communication, système presque fermé, c'est-à-dire un ensemble fondamentalement fermé mais avec une entrée, par opposition au système complètement fermé et isolé, adiabatique, c'est-à-dire sans ouverture, sans port, sans point de communication. Cette ouverture limitée et sélective du système correspond, en termes d'analyse fonctionnelle, à une fonction d'entrée et, en termes de nature et d'état de l'énergie potentielle en lui, à sa métastabilité, c'est elle qui fait qu'il peut être sensible à une incidence énergétique extérieure et d'une quantité aussi minime que possible. La conférence de Royaumont, sans prononcer le mot de communication, en fait apparaître les conditions techniques.
L'individuation et les conditions de la communication dans le cours sur la communication, Spinoza et Leibniz. Dans le cours sur la communication, l'énoncé de ces conditions que réalise la métastabilité du quasi-système est amené à partir d'une esquisse d'analyse des conditions métaphysiques et ontologiques les plus radicales de la communication, qui correspondent à ces conditions et structures objectives et fonctionnelles. C'est ce dont la première phrase de l'introduction donne l'indication de manière toute simple, bien que l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information permette de l'interpréter par référence au grand système de la philosophie classique et d'abord par contraste avec ceux pour lesquels l'idée de communication, telle que Simondon permet de l'identifier, ne peut avoir de sens. La communication est liée à l'individuation et ne peut s'opérer sans elle. P. 60. Rien de plus simple. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait au moins deux réalités, et qu'elles existent chacune de façon suffisamment consistante et distincte, mais sans être entièrement fermées sur elles-mêmes, entièrement indépendantes et autonomes. Il faut donc qu'elles soient l'une des deux, au moins, en voie d'individuation suffisamment avancée, des quasi-systèmes. La portée philosophique de ce propos est précisée, dans la phrase suivante, au moyen de ce à quoi il s'oppose. En effet, deux hypothèses ontologiques sont exclues, si l'on veut pouvoir rendre compte de quelque chose comme la communication dans le réel. S'il n'existait que substance unique et homogène, ou bien système complètement fermé et isolé, adiabatique, on assisterait à des conservations immuables d'un état prédéterminé, ou à l'augmentation d'entropie à l'intérieur de chacun des systèmes adiabatiques soumis à des transformations internes ibidem. Ces deux hypothèses correspondent à peu près aux doctrines de Spinoza et de Leibniz. Selon la première hypothèse, à l'intérieur d'une substance unique et homogène, tout n'existerait que sur le mode d'enchaînement de causes et d'effets. Plus continu que les individuations passagères, correspondant, quant à elles, à de simples séparations ou cohésions de réalités individuées plus élémentaires, que ces enchaînements traversent de part en part et dont ils constituent la seule puissance productrice et la seule substance. Si les choses ne sont pas des réalités suffisamment individuées, c'est-à-dire consistantes et susceptibles de se perpétuer d'une certaine fa, c'est dit-il dont lors même que survient une cause qui les modifie, alors on ne pourra parler véritablement de communication entre elles. On comprend, dans ces conditions, comment une chose qui entre en contact avec une autre et l'affecte peut être cause de la modification de cette chose, et que, sauf si cette modification est compensée en même temps en elle, l'effet est la modification de l'individualité même de cette chose, sa destruction, son changement, son remplacement par une autre individualité, un autre individu, cf. Spinoza, Éthique, 2, Lem. 4 à 7. On rend bien compte alors objectivement du tout de la réalité et de ses modifications par la causalité en général et les relations de force et de mouvement selon un modèle mécanique. Mais il n'y a pas de place pour penser vraiment une communication entre des réalités, qui risquent toujours d'être supprimées, l'une au moins, par le fait même de leur mise en rapport. On trouve, dans la théorie spinoziste, un caractère radicalement évolutif de l'individu, qui n'est pas substance, ce qui peut être rapproché de la théorie de Simondon, mais mode de la substance. Cependant, c'est au détriment d'une consistance ontologique souisante de l'individu, le seul individu véritable, pour Spinoza, selon Simondon, est le tout, la nature comme composition de tout ce qu'on y trouve, la nature naturée 21. Cependant, il ne suaide pas que la substance ne soit pas unique mais qu'il y ait plusieurs substances, pour que l'on puisse rendre compte entre elles de quelque chose comme une communication au sens que nous avons dégagé. Si l'on suppose, avec Leibniz, une pluralité des substances, mais si chacune forme un tout homogène et parfaitement unifié, ne devant rien à ce quoi que ce soit d'étranger d'eux. L'interprétation de la consistance ontologique de l'individu chez Spinoza peut faire l'objet de discussions,
certains commentateurs s'étant efforcés de montrer qu'elle est plus grande que la tradition n'avait tendance à le soutenir. Voir, par exemple, Bernard Rousset, La perspective finale de l'éthique et le problème de la cohérence du spinozisme. Paris, Vrin, 1968, Individualité de l'éternel p. 90 SQUARE. Ou, Adi, Risque, Comprendre. Spinoza, Paris, Armand, Collin, 2006. Sans doute, peut-on reconnaître à l'homme une individualité suffisante pour justifier le chemin pratique et éthique que Spinoza lui propose, mais elle repose, davantage que sur les analyses ontologiques des premières parties de l'éthique, sur la perspective ouverte par la recherche de la liberté. Or cela correspond précisément au mouvement de la présentation d'ensemble de la philosophie de Spinoza que fait Simondon lui-même, qui reconnaît à la fin de son exposé de la doctrine ontologique de la substance, du mode et de l'individu, LLFI, p. 450 SQUARE, que, pourtant, cet automate spirituel qu'est l'homme, peut aussi chercher la liberté, en échappant à l'esclavage des passions et, en tant qu'il a des idées adéquates, agir véritablement, au lieu d'être purement et simplement déterminé par le cours général de la causalité naturelle, ce qui renforce son individualité. Et d'extérieur à lui, en dehors de son Créateur, à qui il doit tout, alors, malgré l'apparence d'une complète opposition avec le système spinoziste, chacune des substances individuelles ressemblant à la substance unique de Spinoza, on risque d'aboutir à des conséquences semblables aux siennes pour ce qui est des conditions d'une véritable communication. La substance individuelle est monadique, atomique, indivisible, sans partie, homogène. Elle est sans fenêtre, sans ouverture par lesquelles quelque chose puisse entrer ou sortir, plus petit que adiabatique, comme dit Simondon, sans communication possible avec ce qui n'est pas elle, malgré toutes les apparences. Un mouvement ou un changement intérieur à elle ne peuvent être causés par quoi que ce soit qui lui soit extérieur. 22. La fermeture systémique de chaque individu est trop forte ici pour qu'une incidence causale d'aucune sorte puisse avoir lieu. Chaque individu est comme un tout et précisément exprime le tout, pour des raisons en un sens symétrique et opposé, tenant d'abord à leur conception respective de la substance et de l'individualité. Les doctrines de Spinoza et de Leibniz ne peuvent rendre compte de ce que serait une véritable communication à l'intérieur du réel. Ce qui leur est commun, malgré leur opposition, c'est l'absence de ce sans quoi il n'y a pas vraiment d'individuation. La relation à un milieu associé, principe de relativité de l'individu. Sans ce principe, l'individu risque toujours d'être soit nié et méconnu, soit surévalué et réifié, au lieu d'être rapporté à son processus d'individuation. La relation à un milieu associé, c'est cela le principe même de l'individuation. 23. 22. Il n'y a pas moyen aussi d'expliquer comment une monade puisse être altérée, ou changée dans son intérieur par quelque autre créature, puisqu'on n'y saurait rien transposer ni concevoir en elle aucun mouvement interne, qui puisse être excité, dirigé, augmenté ou diminué là-dedans. Comme cela se peut dans les composés, où il y a du changement entre les paniers. Les monades n'ont point de fenêtres, par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. Leibniz. Principe de la philosophie ou monadologie, 7, 23, ILFI, I, Chap, L, 3, 2, p. 65. Entre la monade de Leibniz et l'individu de Spinoza, il y a en un certain sens une opposition complète, puisque le monde de Leibniz est fait d'individus alors que celui de Spinoza ne comprend à proprement parler qu'un seul individu. La nature, on se reportera. Éthique. 2, Lem 7, Scully, mais cette opposition provient du manque de relativité de l'individu par rapport à une réalité complémentaire de même ordre que la sienne. Leibniz augmente l'individuation jusqu'aux limites extrêmes de la petitesse, celle des monades, seule réalité véritable,
y compris dans les corps composés, accordant l'individualité même aux éléments les plus petits d'un corps vivant. Spinoza au contraire grandit l'individuation jusqu'aux limites du tout, ce par quoi Dieu est nature naturante étant l'individuation elle-même. Ni chez l'un ni chez l'autre il n'y a par rapport à l'individu de milieu associé, de système du même ordre de grandeur au sein duquel l'individu puisse recevoir une genèse. L'individu est pris pour l'être, il est considéré comme coextensif à l'être. Dans ces conditions, l'individu considéré comme coextensif à l'être ne peut être situé. Toute réalité est à la fois trop petite et trop grande pour recevoir le statut d'individu. Tout peut être individu, et rien ne peut l'être. Individuation correctement comprise est la condition radicale de possibilité de la communication. Il fa. Que l'individuation ne soit pas une apparence plus ou moins superficielle comme le serait une simple agrégation et délimitation spatiale, ni qu'elle soit conçue comme si elle pouvait être achevée et former une clôture complète. Pour que la communication existe, il faut une pluralité, au moins une dualité, de systèmes presque fermés, systèmes à entrée et éventuellement à sortie, à électeur ou émetteur. Il faut en outre que ces systèmes soient en état d'équilibre métastable, cours sur la communication, p. 59. Relais et amplification. Les conditions technologiques, qui font du récepteur un système métastable capable de reconnaître sélectivement une énergie faible pour en faire une information selon un processus irréversible, correspondent à une opération que l'on peut appeler généralement amplification transductive 24, et, d'un point de vue technologique, à l'opération de l'amplification modulatrice 25, c'est-à-dire à l'opération ou structure du relais, qu'on peut encore appeler relais amplificateur ou modulateur. Un relais est un dispositif technique dont la structure est telle qu'elle permet à l'opération de l'amplification de s'effectuer à poste fixe au lieu d'être transductive, c'est-à-dire de se propager de place en place, comme un cristal qui grossit et qui crée sans cesse à sa limite toujours en progrès la base servant à la formation de la couche suivante. Dans ce cas, c'est sur place dans un objet technique, entre son entrée et sa sortie qu'a lieu l'amplification, c'est-à-dire le déclenchement, au moyen d'un système apportant une incidence énergétique minime, d'un autre système possédant une énergie beaucoup plus importante, et c'est pourquoi Simondon dit qu'elle est domestiquée à poste fixe. Il fait remarquer que le terme de relais, pris au sens commun, de la course de relais, fait entendre assez directement ce qui correspond au processus envisagé ici. Une quantité d'énergie apportée par un système arrive dans un autre, où elle détermine et donc contrôle le déclenchement, le départ d'un autre système. Dans le relais, l'énergie incidente est relayée, c'est-à-dire qu'elle en déclenche une autre, ou plutôt un autre système, dont l'intérêt est qu'il soit beaucoup plus puissant. C'est cela même, moduler, opération du relais. Contrôler, commander, gouverner. Amplification dans un relais contrôle, commande, gouverne, à partir d'une énergie faible reçue en entrée, input, une énergie potentielle beaucoup plus importante en sortie, output, 26. Un tel 24. Cette notion fait l'objet de l'analyse de la PC partie 2. L'amplification dans les processus d'information, p. 161. Nous l'avons brièvement examiné précédemment, p. 9. 25. Cette notion examinée supra fait l'objet de 1. Analyse de la deuxième partie de l'amplification dans les processus d'information, p. 165 SQUARE, ainsi que de la conférence intitulée le relais amplificateur, 26. Montage technique assure l'irréversibilité de l'incidence énergétique minime, ce qui est la condition pour qu'elle puisse commander en sortie un système de puissance et qu'il n'y ait pas couplage énergétique réversible entre les deux systèmes. Le relais est une structure technique qui correspond, de manière alagmatique, à l'opération d'amplification modulatrice,
qui rend possible l'information comme ce régime particulier de causalité distinct de la causalité mécanique. L'information comme cause occasionnelle. Descartes, Milbranch et l'idée de relais. Instructive est à cet égard pour le philosophe, même si elle peut d'abord le surprendre, la comparaison au moyen de laquelle Simondon caractérise l'énergie, aussi libre que l'on voudra, de la cause déclenchante comme cause occasionnelle, l'amplification dans les processus d'information, p. 160, notion milbranchiste. Elle correspond bien, en effet, à une idée particulière de la causalité, distincte de celle de la cause mécanique, conçue comme quelque chose qui devrait passer par contact ou choc d'un corps avec un autre pour lui communiquer du mouvement ou un effet quelconque. Milbranch juge inintelligible cette idée de force, de puissance ou d'efficace, qui semble attachée à celle de cause naturelle, même si elle n'est pas incompatible avec le mouvement des corps tel qu'on peut l'observer, mais on ne peut observer cette transmission causale elle-même. Il n'y a nul rapport de causalité d'un corps à un autre, ni d'un esprit à un corps. Nulle créature ne peut agir sur aucune autre par une efficace qui lui soit propre, entretient sur la métaphysique et la religion. 4. 2. C'est pourquoi Milbranch estime plus juste de supposer que toute puissance et toute efficace sont le fait du Créateur de tout, et que l'intervention d'une créature sur une autre, qu'il s'agisse de corps inanimés ou d'hommes, n'est que cause occasionnelle. Une telle cause n'a aucune force, puissance, efficace propre. C'est Dieu qui fait tout originairement, conformément aux lois qu'il a faites pour la nature, nul miracle ici, à l'occasion de l'intervention d'une créature sur une autre, intervention, volonté ou action, qui n'ajoute ni ne retranche rien aux forces divines naturelles à l'œuvre. On se reportera aux commentaires de cet aspect de la philosophie de Milbranch dans l'histoire de la notion d'individu, in. Il fit, p. 452 à 454, que Simondon rapporte d'abord au problème de la liberté de l'homme par rapport à Dieu. L'homme a reçu de son Créateur une force qui le porte au bien et à Dieu, mais, sans rien ajouter ni retrancher, il peut la diriger comme il veut, l'arrêter à un bien particulier, ce qui est péché, ou bien à l'étage, augmenter ou diminuer son régime. Ainsi, le relais amplificateur n'est pas un dispositif qui produit dans tous les cas des EFFTS plus grands que ceux que son énergie propre en entrée permettrait, comme s'il amplifiait l'énergie même reçue en entrée, mais qui commande un système dont l'énergie est beaucoup plus importante que la sienne, c'est-à-dire en commande le régime, déclenchement, arrêt, variation du régime, le cas échéant. Librement toujours plus loin vers l'universel, et à la reprise d'une erreur de la physique cartésienne, à savoir que la déviation d'un mouvement n'exige aucune force supplémentaire. C'est concevoir l'action sur la réalité à la manière dont un relais, avec une force minime, peut orienter voire déclencher un jeu de force et de puissance qui lui sont étrangères puisque ce sont proprement celles de Dieu. Simondon fait remonter cette erreur à Descartes, ibidem, p. 442 à 443, à sa compréhension de l'action de l'âme sur le corps dans les passions de l'âme, où la glande pinéale paraît jouer le rôle d'un relais, ainsi qu'à sa physique, qui semble refuser par principe l'idée d'action à distance et d'énergie potentielle et ne conserve que l'énergie actuelle sous la forme de la quantité de mouvement. Simondon voit chez Milbranch comme chez Descartes l'idée que des forces physiques peuvent être oritées et dirigées au moyen d'une énergie de commande qui ne s'y ajoute ni ne s'en retranche. Mais c'est opérer un passage à la limite plus petit qu'une énergie aussi faible qu'on le voudra n'est pas une énergie nulle. L'âme immatérielle et inétendue ne peut constituer une information modulant la pinéale dans l'étendue. Cependant, cette erreur, si l'on se place du point de vue de l'objectivité scientifico-technique, cette image, n'en a pas moins un très grand intérêt, si l'on doit se former une idée de ce que peut être une causalité non mécanique, où la cause incidente doit être aussi petite que possible, comparée aux effets produits par une énergie potentielle qui a son autonomie. C'est peut-être dans le domaine des rapports de ce que Descartes et Milbranch appellent l'âme et le corps,
pour lequel ce schème de pensée a d'abord été conçu, qu'il conserve, une fois rectifié, le plus d'intérêt actuel. En tout cas, il n'est pas étonnant que puisse le penser celui qui cherche à stimuler les recherches dans les domaines vital, psychique, psychosocial, en étudiant l'individu comme un système de traitement de l'information, comme un système triode, où l'énergie qui l'alimente et celle qui est dépensée dans son action sont modulées par une information recueillie dans le monde ou dans le cerveau et la mémoire où elle a déjà été traitée. Le sens est le primat de la réception. Les deux conditions technologiques, qui font du récepteur un système métatable capable de reconnaître sélectivement une énergie faible pour en faire une information selon un processus irréversible, font aussi que c'est le récepteur, la réception, qui sont décisifs dans le fait de l'information et dans le fait que l'information est toujours liée au sens, à la signification. Il faut chercher à comprendre la portée exacte de cette affirmation forte. L'information, à la différence de la forme, n'est jamais un terme unique, mais la signification qui surgit d'une disparation, ILFL, p. 35L est le sens selon lequel un système s'individue, p. 31. Voici reconnues les exigences qui correspondent à la notion d'information telle qu'elle convient pour un être pour qui sa propre individuation a du sens, tel que l'homme, comme être capable de conscience et de représentation. Même dans l'individuation du vivant, on concevra aisément que l'information puisse être entendue aussi en ce sens à son propos. En revanche, il reste à vérifier précisément comment on peut étendre paradigmatiquement cette notion au système physique, naturel ou technique, c'est-à-dire, selon l'exigence de Simondon, sans confondre l'information proprement dite avec ses signaux ou supports. Peut-on accepter de parler de communication et d'échange d'informations entre des systèmes physiques si ce n'est par métaphore, entre des réalités ni psychiques ni même vivantes, sans assimiler l'information à une réalité matérielle, signal, support de l'information et la communication à un transport matériel? Telle est la question à valeur d'objection, que tous ceux qui, comme Ruyer 28, par exemple, considèrent comme irréductible la spécificité humaine en ces domaines, où s'exprime précisément le propre de l'homme, peuvent poser à Weiner, lui qui, tout en reconnaissant que la communication caractérise l'homme, prétend en résoudre le problème dans les termes de la technologie cybernétique 2.9. N'y a-t-il pas véritablement information et communication seulement entre des consciences, par la saisie de significations échangées entre des consciences soucieuses de communiquer et de signifier? Le transport n'est rien. Ce qui est requis pour que l'on puisse parler d'information, c'est une conscience qui la reçoive comme telle, et, d'abord, pour que cela soit possible, semble indiquer le bon sens, une conscience qui soit à son origine. S'il manque l'une ou l'autre, il n'y a pas de communication ni d'information trente. Or, Simondon, tout en reconnaissant, dans une certaine mesure, ce qui motive au fond les inquiétudes de Ruyer et son objection de bon sens fondée sur des distinctions de nature entre les modes physiques, vitaux et psychiques de la communication, de l'information et de l'individuation, et tout en faisant droit à ces différences ontologiques dans le paradigme qu'il en construit lui-même, c'est 27. Paradigmatiquement, c'est-à-dire sans négliger les différences de ce que l'on compare précisément, et donc ici, notamment, sans anthropomorphisme. 28. Raymond, Ruyer, la cybernétique et l'origine de l'information. Paris, Flammarion, 1954. Le mot « information », dans son sens usuel, paraît nécessairement comporter un élément de conscience et de sens, et même cet élément semble essentiel. Parenthèse ouvrante. L'information, au sens ordinaire du mot, est la transmission à un être conscient d'une signification, d'une notion, par le moyen d'un message plus ou moins conventionnel et par un pattern spatio-temporel, p. 7. Du fait de la définition objective qu'elle en donne, et, malgré toute la bonne volonté que l'on peut mettre à reconnaître ces éléments de vérité, la conception cybernétique de l'information n'en est pas moins un paradoxe, p. 9.
Toute communication authentique est un langage. Un langage implique toujours un ensemble de moyens mécaniques et physiologiques de communication. D'autre part, deux centres conscients, l'émetteur et le récepteur capables d'expression et de compréhension, p. 129-29, N. Weiner, cybernétique et société, p. I5. Qu'est-ce que cette communication qui caractérise l'homme en tant qu'homme? Je consacrerai la plus grande partie de cet ouvrage à l'exposé des théories et des concepts qui contribuent à résoudre ce problème. 30. Cf. R. Ruyer. La cybernétique et l'origine de l'information, p. 125 à 129. Le principe même de sa doctrine ne réfute pas directement l'objection mais dissout en quelque sorte sa possibilité même. Ce qui fait la caractéristique de la communication proprement humaine, dans sa différence avec celle des systèmes physiques et peut-être même avec celle des animaux, c'est l'échange de deux consciences, mais ce qui fait la condition de possibilité de la communication et de l'information, même dans ce cas, c'est la réception, et une réception qui opère une modification du système, ici, l'individu humain qui devient ainsi effectivement récepteur en acte par l'activation de la communication interne avec lui-même, qui le fait évoluer et s'individuer selon diverses manières possibles. Quand il s'agit de systèmes physiques, il n'y a pas, par principe, échange de signification au sens humain du terme, ni même vital, mais il y a cependant communication d'un sens, dans la mesure où a lieu la détermination d'un devenir individuant du système, selon un processus irréversible de prise de forme, du fait non d'une causalité mécanique, mais de la réception d'une singularité reçue comme informant en fonction des potentiels du système, et qui prend la forme d'une communication entre elles deux parties du système. À accent grave, Ruyer, qui faisait de l'origine de l'information, la pierre de touche de la véritable information et de la véritable communication, c'est-à-dire celle qu'on trouve spécifiquement entre hommes. Simondon oppose une théorie du caractère primordial de la réception. Telle est son audace théorique. Faire dépendre de façon décisive et essentielle l'information et sa communication de la réception. C'est ici que la liaison intime des trois notions va révéler sa puissance philosophique singulière. Comme l'individuation, la notion d'information suppose que la réalité soit conçue comme les conditions générales de la communication le supposent. D'abord, un état initial précédant l'individuation, où la réalité soit au commencement inindividuée et sans forme. Ensuite, la possibilité que l'individuation et l'information puissent provenir de cet état initial inindividué et informe. Et puis, comme conséquence, qu'à l'intérieur de cet état initial pré-individuel puisse se produire de la communication, de la résonance interne. Que, de cet état initial à l'état individué et informé, le passage puisse se faire par une amplification transductive et irréversible. Enfin, ce modèle ontologique et ontogénétique de la réalité initiale pré-individuelle, correspond avec le fait que ce qui établit cette communication, c'est-à-dire ce qui déclenche cette amplification, doit pouvoir être une incidence énergétique relativement indéterminée et faible, susceptible d'advenir dans l'état pré-individuel, ou ce qui en demeure au cours de l'individuation du système, et, dans cette mesure, c'est avant tout le système récepteur, en devenant système récepteur de ce fait même, à cette occasion, qui est susceptible de faire que cette incidence est ou non reçue, et reçue ou non comme une singularité, une équité, un événement, et ainsi comme une information, car telle énergie modulée peut devenir signaux d'information pour un système défini et non pour tel autre. On pourrait nommer cette aptitude de l'information, ou plutôt ce qui fonde cette aptitude, l'équité de l'information. C'est ce qui fait que ceci est de l'information, est reçu comme tel, alors que cela n'est pas reçu comme information, LLFI, p. 223. C'est du récepteur que dépend primordialement la possibilité de l'information, dans la mesure où c'est en lui que peut se retrouver quelque chose de l'état fondamental,
qui est celui de l'être pré-individuel, antérieur à toute dualité de l'émetteur et du récepteur, donc à tout message transmis. Ce qui reste de cet état fondamental dans le cas classique de l'information transmise comme message, ce n'est pas la source de l'information, mais la condition primordiale sans laquelle il n'y a pas d'effet d'information, donc pas d'information. La métastabilité du récepteur, qu'il soit technique ou individu vivant, p. 31, il, 8. Or, continue le texte, on peut nommer cette information première, là où commence véritablement l'information, elle qui est toujours au présent et ne peut préexister à cette individuation dont elle est la formule, ce n'est pas du côté de la fonction émettrice, de ce qu'on appelle ordinairement sa source, son origine, mais du côté du récepteur, car l'information première, dont toute possibilité d'information ultérieure dépend, c'est le fait que tel système est récepteur pour telle incidence énergétique singulière, qui se présente. Ainsi comprise, l'information est fondamentalement individuante, et l'information est le sens selon lequel un système s'individue, p. 31. Mais qu'est-ce qui permet de parler de sens, même quand l'information n'est pas reçue par un vivant ou un homme? Et de parler de sens et d'information à propos d'un système physique. C'est qu'il soit réellement individu ou en voie d'individuation. C'est que l'information soit reçue, c'est-à-dire que son énergie n'agisse pas seulement comme une cause mécanique mais comme déclenchant une structure de relais dans le système à partir de son entrée, et que ce soit ainsi qu'elle puisse servir à effectuer une certaine opération. 3. La première condition est qu'on puisse dire que c'est le système lui-même qui effectue cette opération déclenchée par elle, une opération du système, qui s'affecte lui-même en se conditionnant, résonance interne, à partir de cette incidence énergétique, qu'il relaie, selon un processus irréversible. La seconde condition est que ce qui, de l'énergie incidente, est effectivement reçu par le système corresponde à ce qui, de fait, est susceptible de le déclencher pour cette opération transformante et individuante, parce que cela est different mais pas incompatible par rapport aux formes et structures qui sont en lui 32, si bien qu'on est proche de pouvoir dire, en un sens général, de façon 31. Il fit, p. 328, pour que l'information existe, il faut qu'elle ait un sens, qu'elle soit reçue, c'est-à-dire qu'elle puisse servir à effectuer une opération. L'information se définit par la manière dont un système individué s'affecte lui-même en se conditionnant. 32. À la différence des diverses représentations sans cohérence qui se dégagent de la théorie technologique de l'information et de la communication, les signaux d'information, pour être recevables, ne doivent être ni trop prévisibles, cela ne servirait à rien alors d'informer, ni trop imprévisibles, en tout cas au-delà d'une certaine limite. Pour que les signaux prennent un sens dans un système, il faut qu'ils n'y apportent pas quelque chose d'entièrement nouveau. Les signaux doivent rencontrer pour être reçus des formes préalables par rapport auxquelles ils sont significatifs. C'est ce qui fait que telle énergie modulée peut devenir signaux d'information pour un système défini et non pour. À peine imagé que cette incidence énergétique, ni trop proche ni trop loin des formes qui sont en lui ou qui sont prêtes à s'y individuer, a du sens pour lui, forme du sens pour lui, est le sens de son individuation. Enfin, la dernière condition, mais qui n'est en un sens qu'une synthèse de ce qui précède, est que ce qui lui advient dans ces conditions puisse être considéré comme une individuation et non pas un effet mécanique d'impact, d'usure, de cassure, d'ajout, de retrait, etc. Car rien n'a plus de sens, en effet, pour un être, sans qu'il soit besoin de lui prêter une conscience que ce qui est son avenir d'individuation et selon quoi il s'individue effectivement. Le fait qu'une information est véritablement information est identique au fait que quelque chose s'individue, p. 329. Voilà établie l'équivalence entre sens et individuation, et voilà ses conditions. Infonation et communication aux différents niveaux de l'individuation. Selon que le système envisagé est physique, technologique, vivant ou humain,
la manière dont l'information peut lui advenir, déclencher et amplifier des opérations individuantes en lui, ne sera pas de même nature, mais on peut parler dans tous ces cas de communication et d'information, pour autant qu'on n'analyse pas cette réalité comme le simple lieu de passage de flux de causalité qui le déborde, venant d'ailleurs, allant ailleurs, mais comme un système qui, à cette occasion, s'individue. Bien qu'on puisse, dans ces conditions, parler de communication, d'information et d'individuation, dans tous les cas, leur nature et leur régime diffèrent. La communication, l'information et l'individuation, nous l'avons vu, sont plus denses, plus intenses, plus amples, moins seulement extérieures et en surface, et plus intérieures, intégrales et intégrant davantage de dimensions, quand on passe des systèmes physiques aux vivants et ensuite aux êtres psychiques et psychosociaux. Cela suppose que ce système soit suffisamment défini et individué pour que, par rapport à lui, l'idée de ce qui est extérieur et intérieur, l'idée de limite, en quelque manière qu'on les prenne, ne soit pas entièrement indéterminable. Si la communication et l'information sont attribuées sans grande difficulté à l'homme dans la mesure où il parle et pense, c'est qu'on voit facilement que les modifications de l'être provenant d'une parole reçue et faisant penser, changement de pensée, d'humeur, de disposition, de position, ou action ne sont pas considérées, en général 33, comme directement et mécaniquement produites, tel autre, et c'est ce qui conduit à la notion d'échéité de l'information, il fit, p. 222 223, 33. En dépit cependant d'orientations théoriques et pratiques divergentes qui, dans une intention de scientificité ou d'efficacité pratique, conduisent à traiter l'homme et les faits humains comme des choses déterminables selon des causes et des lois nécessaires conçues sur le modèle de la physique classique, voire comme n'étant avant tout que des corps, selon une certaine idée des corps, au demeurant, qui ne correspond, mais suppose toujours un minimum d'activité et de spontanéité de sa part, c'est-à-dire concerne son individualité, qui se forme ou se confirme à cette occasion. Quand il s'agit du vivant en général, on peut accepter encore sans trop de difficulté l'idée de communication et d'information 34, dans la mesure où, dans des cas nombreux et caractéristiques, l'effet de la causalité extérieure sur le vivant n'est pas direct et mécanique, mais se comprend plus adéquatement comme le déclenchement d'une certaine activité spontanée dans des situations ou occasions qui ne supposent ni pensée ni même conscience de sa part. C'est spontanément qu'un organisme réagit aux agressions, guérit de beaucoup de maladies, cicatrise ses blessures, régénère certaines mutilations, organise la vicariance de certaines fonctions neurologiques, structurelles, comportementales et, avant tout et fondamentalement croît et alimente son être, puisque c'est par assimilation de la matière de son milieu et métabolisme, qu'il le fait. Dans le vivant, l'individualité est caractérisée par l'autonomie fonctionnelle, il fit, p. 192, c'est-à-dire que l'organisme emmagasine lui-même l'information et régite son action au moyen de cette information. L'individu est l'être capable de conserver ou d'augmenter un contenu d'information, l'autonomie quant à l'information, telle est la vraie autonomie. C'est par le régime de l'information qui est le sien que peut être déterminé son degré d'individualité. C'est comme système d'information que peut être caractérisé le vivant, de manière générale, comme individu, p. 192. La structure essentielle de l'individu vivant est caractérisée par la structure et le dynamisme du relais. Le vivant est lui-même un modulateur. Il a une alimentation en énergie, une entrée ou une mémoire, et un système effecteur p. 205-35. Pas non plus à celle de Simondon. Sous des formes variables, ces idées ont pu exister, par exemple, dans le cadre de la psychologie du comportement, behaviorisme, mais aussi, très différemment, d'une certaine représentation de la sociologie durkheimienne. 34. En dépit d'oppositions théoriques et pratiques, ici aussi, d'autant plus fortes qu'elles sont parfois peu conscientes. Voir l'exemple de Loeb dans le
Cours sur l'instinct, p. 264 SQUARE. 35. Cette idée, que le vivant, et donc notamment l'homme, dans son existence individuelle et sociale, ou plutôt psychosociale, est essentiellement une structure triodique, associant à une voie d'alimentation du système en énergie et à une voie de dépense de cette énergie dans l'action, une voie d'information, venant du milieu environnant ou de la mémoire, le cas échéant, et modulant, contrôlant, l'action, y compris de recherche d'énergie, est au fondement de la plupart des travaux de Simondon dans tous les domaines de psychologie et de psychosociologie, animale et humaine, et notamment, nous l'avons indiqué au début de cette présentation, des cours et conférences que nous publions ici. On trouvera, dans du mode d'existence des objets techniques, notamment p. 142 à 144, des éléments de comparaison et de différenciation du vivant et de l'homme, considérés comme relais continus, c'est-à-dire transducteurs, par rapport au système technique correspondant. Mais, si l'on peut hésiter, à l'égard d'une réalité physique 3.6, à parler d'information, c'est dans la mesure où l'on peut avoir le sentiment qu'il est difficile de lui attribuer une individuation EFF-fictive, des limites, un intérieur. Nous l'avons vu, comparé à un vivant, le système physique, de même que la machine, semble ne pas avoir de véritable intériorité, il semble tout en surface, en extériorité. C'est à sa limite qu'il paraît s'individuer 37. Et s'il n'y a pas de système ayant une certaine individuation, suffisamment distinct et consistant pour qu'entre eux il puisse y avoir communication, rien ne méritera jamais d'être considéré comme information entre eux, mais causalité ordinaire. Cependant, nous l'avons noté, les réalités entre lesquelles il peut y avoir communication véritable sont celles qui communiquent avec elles-mêmes. Ainsi la résonance interne plus petit que forme la plus simple de la communication, notion tirée de la théorie physique des systèmes, indique la capacité d'individuation des systèmes physiques plus petit que. Le véritable individu est celui qui conserve avec lui son système d'individuation, amplifiant des singularités. Le principe d'individuation est dans ce système énergétique de résonance interne, page 62. Elle permet de comprendre qu'un individu, par ses conditions énergétiques d'existence, n'est pas seulement à l'intérieur de ses propres limites. Il se constitue à la limite de lui-même et existe à la limite de lui-même. La relativité de l'importance des limites spatiales de l'individu tient à l'importance, en revanche, de sa définition énergétique. Or c'est son milieu qui est son système énergétique constituant le fondement énergétique de l'individuation p. 63. C'est la résonance interne dans un milieu déterminé 36. La démarche par laquelle la structure triodique d'un système de traitement de l'information, tel un relais, est attribuée au vivant, est précisément étayée sur un contraste fort avec le système physique. Il ne s'agit pas pour Simondon, bien sûr, de nier la possibilité et l'importance de l'information dans le processus d'individuation d'un système physique, mais, en établissant la diffi-range du régime de l'information et du degré de l'individuation entre le vivant et le physique, il fait apparaître la difficulté en même temps que la solution. L'information dans l'opération d'individuation physique n'est pas distincte des supports de l'énergie potentielle qui s'actualisent dans les manifestations de l'organisation, p. 204. Il n'y aurait pas de différenciation entre les structures modulatrices et les supports de l'énergie potentielle, et le modèle technologique triodique du relais ne conviendrait pas au système physique comme il convient au vivant, joli paradoxe, d'un certain point de vue. L'individu physique a besoin du milieu comme source d'énergie et comme charge d'effecteur. Il apporte l'information, la singularité reçue ibidem, p. 205. Telle serait la différence objective entre le système vivant et le système physique du point de vue de l'information. 37. Voir l'exemple du cristal. Pour une réalité physique, la possibilité de se voir reconnue une limite n'est pas toujours évidente,
selon la démarche scientifique par laquelle elle a été acquise et déterminée, et il peut se faire que la continuité constituée par la définition de ces conditions empêche qu'on puisse saisir quelque chose comme ses limites et la tenir pour un individu. Par exemple, on ne peut considérer comme un individu physique une onde électromagnétique, qui n'a aucune consistance et aucune limite propre qui la caractérise. Le continu pur du domaine transductif ne permet pas de concevoir l'individu, ibidem, p. 2.9. C'est-à-dire la manière dont le système individu est fait, système avec ce milieu, d'où il est issu et qui est son fondement et sa ressource énergétique, qui constitue son véritable principe d'individuation. Tant que dure son individuation, c'est elle qui permet d'assurer que les limites du système ne sont pas arbitrairement découpées par la connaissance qu'en prend le sujet. Elles existent par rapport au système lui-même. C'est ainsi le rapport avec le milieu, qui fait que le système physique, malgré la difficulté qu'il peut y avoir à lui assigner des limites spatiales, possède une forme de consistance et de limite, fondée sur sa résonance interne. On peut se demander si cette notion de « milieu associé » n'est pas valable surtout pour les systèmes vivants. Et, de fait, bien que ce soit dans le premier chapitre, plus petit que, forme et matière de la première partie, consacrée à l'individuation physique, que cette notion est présentée, la référence à l'individu vivant peut surprendre. Elle témoigne que cette notion est peut-être inspirée en partie par ce qui s'observe couramment dans l'étude de la vie. Mais elle est déterminée et justifiée soigneusement et à nouveau frais dans le domaine physique. On pourra le vérifier en suivant les analyses minutieuses de la physique des particules et notamment de la théorie quantique Chap. 3.2 p. 134, pour l'étude de l'individuation en physique. Cette doctrine présente un intérêt tout particulier, car elle semble indiquer que l'individu physique, le corpuscule, peut être représenté comme associé à un champ sans lequel il n'existe jamais, et que ce champ n'est pas une pure expression de la probabilité pour que le corpuscule se trouve en tel ou tel point à tel ou tel instant, onde de probabilité. On voit ici à nouveau le souci de ne pas confondre la réalité du système avec une représentation qu'on s'en ferait du simple fait qu'on l'étudie et en fonction des instruments de cette étude. Le champ est une grandeur physique véritable associée aux autres grandeurs qui caractérisent le corpuscule. Le champ, sans faire partie absolument de l'individu, serait centré autour de lui et exprimerait ainsi une propriété fondamentale de l'individu, à savoir la polarité, que on aurait là sous sa forme la plus simple, puisqu'un champ est précisément fait de grandeurs polarisées, généralement représentables par des systèmes de vecteurs. On voit aisément que la notion de champ associé n'a rien ici d'un transport métaphorique de celle de milieu associé, de la biologie, mais est bien déterminée à partir de son domaine scientifique d'origine propre. Il y a donc dans la réalité physique, à plusieurs niveaux, des systèmes susceptibles d'individuation et donc de communication entre eux, c'est-à-dire d'avoir une relation que l'on peut nommer information. 1. Information entendue comme arrivée d'une singularité créant une communication entre ordres de réalité, p. 151. Ceci posé ne signifie pas que la communication soit identique au niveau physique et vital. Au demeurant, la différence n'est pas si aisée à déterminer. On peut seulement dire que le problème des rapports de la matière inerte et de la vie serait plus clair si l'on pouvait montrer que le vivant se caractérise par le fait qu'il découvre dans son propre champ de réalité des conditions structurales lui permettant de résoudre ses propres incompatibilités, la distance entre les ordres de grandeur de sa réalité, alors que la matière inerte n'a pas ce pouvoir d'autogénèse des structures. Il faut, par exemple, que survienne une singularité pour que la solution sursaturée cristallise. On peut comprendre cela comme signifiant: la matière inerte n'augmente pas son capital de singularité, alors que la matière vivante augmente ce capital, cette augmentation étant précisément l'apostrophe ontogénèse du vivant, capable d'adaptation et d'invention.
Simondon note cependant que cela ne correspond qu'à une hypothèse méthodologique, dans la mesure où la différence entre inerte et vivant n'est pas facile à établir objectivement, et qu'il y a certainement plus de continuité entre eux qu'on ne le pense souvent. La différence serait une différence quantique de capacité de réception d'informations. Mais, dans tous les cas, on peut dire que l'information est possible là où sa réception est possible, et non pas d'abord son émission ou sa transmission, et que c'est elle alors qui est la formule et le sens de l'individuation. Cependant, ce n'est pas dire que l'on peut étendre l'information à toute réalité. Il y a un niveau, dans la matière, où il n'y a pas de possibilité d'individuation, ni de communication ni d'information. Au-dessous de cet échelon, la réalité est pré-physique et pré-vitale, parce que pré-individuelle. Au-dessus de cet échelon, il y a individuation physique lorsque le système est capable de recevoir une seule fois de l'information, puis développe et amplifie en s'individuant de manière non autolimitée cette singularité initiale. Si le système est capable de recevoir successivement plusieurs apports d'informations, de compatibiliser plusieurs singularités au lieu d'itérer par effet cumulatif et par amplification transductive la singularité unique et initiale, l'individuation est de type vital, auto-limité, organisé, p. 152. On ne se représente pas, ici, la vie comme une complexification de la matière physique inerte, le miracle de l'émergence de l'organisation à partir de la matière physique inorganique. Car la réalité physique est elle-même organisée. La matière vivante aussi, mais différemment. Il n'y a pas d'ordre de succession entre l'individuation physique et l'individuation vitale. L'individuation vitale ne vient pas après mais pendant l'individuation physique, avant son achèvement, en la suspendant au moment où elle n'a pas atteint son équilibre stable. Ainsi, l'individuation vitale viendrait s'insérer dans l'individuation physique en suspendant le cours, en la ralentissant, en la rendant capable de propagation à l'état incoatif, ce qui correspond à la généralisation de l'idée de néothénie relative à l'ordre des vivants 3.8, à l'ensemble des niveaux d'individuation de la réalité. L'individu vivant serait en quelque manière, à ses niveaux les plus primitifs, un cristal à l'état naissant s'amplifiant sans se stabiliser, ibidem. Si l'animal est, en un sens, un vivant plus complexe que le végétal, on peut considérer l'animal comme un végétal incoatif, c'est-à-dire plus complexe et demeurer plus inachevé. Les êtres de plus en plus complexes sont aussi des êtres de plus en plus inachevés, de moins en moins stables et autosuffisants, c'est ce qui fait 38. La néothénie, notion issue de la biologie allemande de la fin du XIXe siècle, signifie la rémanence, passagère ou définitive, de forme et de caractère larvaire au cours du développement d'un organisme. Qu'ils ont besoin d'un milieu associé formé des individus les plus achevés et les plus stables pour leur servir d'abri, de protection, de réserve de ressources, de moyens d'entretien, d'instruments d'action, etc. Dans cette perspective, le fait que, tandis que le système physique reçoit une seule information individuante, qu'il peut au mieux propager de façon transductive et amplifiante, le vivant soit capable de recevoir plusieurs informations successives, déclenchant plusieurs individuations, et même d'aller les rechercher, de créer lui-même continuellement de l'information, correspond à cela même qu'il est plus inachevé que les systèmes physiques. C'est entre la réalité microphysique pré-individuelle et le niveau des formes macrophysiques d'individuation où des individuations apparaissent entre lesquelles on distingue bien le vivant du non-vivant 39 que se situe un niveau de la réalité, où commence à s'esquisser l'individuation de systèmes comme celui des macromolécules de la chimie organique, mais où la distinction du physique et du vital est difficile à faire, plus petit que on ne peut guère dire si le virus filtrant est vivant ou non vivant, ibidem. La continuité, si elle existe, entre l'inerte et le vivant devrait être cherchée au niveau qui se situe entre la réalité microphysique et la réalité macrophysique p. 151 dans une juxtaposition, mais non dans une succession.
car il n'y aurait pas passage de l'inerte au vivant, mais bifurcation entre le vivant et le non-vivant à ce niveau des macromolécules, dont il est difficile de dire si elles sont vivantes ou non, dans la mesure où ces systèmes sont assez complexes pour que des régimes variables de réception d'informations puissent y exister, mais aussi assez restreints en dimension pour que les forces microphysiques y interviennent comme porteuses de conditions énergétiques et structurales, limitant donc la possibilité d'une communication et d'une information véritable au profit d'une action causale directe. Cet intérêt philosophique de cette théorie de l'information. On peut mesurer maintenant le sens et l'intérêt philosophique de l'usage de la notion d'information élaborée par Simondon, qu'il indique alors. Adopter la notion de réception d'information comme expression essentielle de l'opération d'individuation, ce serait affirmer que l'individuation s'opère à un certain niveau dimensionnel, topologique et chronologique p. 152. La notion d'information permet de penser les différentes sortes d'individuation, notamment physiques et vitales, comme irréductibles les unes aux autres et en même temps comme relevant, d'une certaine manière, d'un même schème de compréhension de l'individuation, mais pris comme paradigme d'une différence de degré dans l'individuation, d'un régime de l'information variable en intensité et en 39. À ce niveau macrophysique, pendant qu'un organisme assimile en se diversifiant, le cristal s'accroît par itération d'une adjonction de couches ordonnées, en nombre indéfini, il fit, p. I52. Autonomie. Elle permet aussi, ce qui est remarquable, de penser le moment des premières individuations comme précédant la distinction entre physique et vital et de concevoir le rapport entre le physique et le vital autrement que selon une hiérarchie fondée sur la succession et la complexification, sans tomber dans un panvitaliste ou un panpsychisme 40. Cette compréhension de l'information comme fondée sur la réception est un principe qui permet aussi de lever une difficulté fondamentale qui pourrait paraître naître dans cette théorie de l'individuation, et qui tient à la réunion de 4 autres de ces principes les plus importants. Si le pré-individuel est un régime de la réalité où n'existe par définition aucune réalité individuée, si toute individuation vient du pré-individuel, si l'individuation dépend de la possibilité de communication et d'information, et si la communication et l'information n'ont de sens que pour un système individué, comment peuvent advenir, la première fois, les formes, les individuations, les systèmes, sans lesquels il ne semble pas, d'une certaine manière, qu'il puisse y avoir de communication ni d'information p. 328. Cela semble revenir à l'objection classique. On ne peut expliquer une forme si ce n'est à partir d'une autre forme supposée déjà donnée, structura omnis structura. La réplication de la forme ou sa transformation, oui, mais non pas son invention. Cela correspond au dilemme de Meyerson, évoqué par Ruyer 4.1, ou bien on laisse sans explication l'advenue des formes nouvelles, on se contente d'enregistrer leur émergence, l'événement de la nouveauté en elles, et on la considère comme indéductible par principe de rien d'autre. Ou bien on tente de l'expliquer, c'est-à-dire qu'on la rapporte à autre chose qu'elle, et alors on supprime par principe la nouveauté de cela même qu'on explique. Ruyer reproche à la cybernétique et aux théories qui y sont liées de rendre compte de l'information par le schème de la transmission. C'est supposer que l'information est toujours déjà formée et donnée, c'est renoncer par principe à l'expliquer, à rendre compte de son origine première. Mais le schème qui suppose et souligne 40. Pour Simondon, il n'y a pas de hiérarchie ni de succession entre le physique et le vital, voire le vivant doté de psychisme, et ils peuvent être pensés comme deux voies sinon parallèles du moins comparables et juxtaposées de l'individuation. C'est dans la mesure où la réalité physique peut être pensée en termes de systèmes s'individuant selon le processus d'information, d'une manière qui est tenue d'ordinaire pour caractéristique du vivant, qu'il est possible à la fois de comprendre ce qui peut motiver la tentation théorique de panvitalisme ou de panpsychisme et d'y échapper parce qu'on peut mesurer précisément ce que la notion d'individu doit à celle de vivant voire de psychisme, sans les confondre.
En revanche, sur la position selon laquelle il faut admettre de toute molécule et même de tout atome, qu'il est vivant, et que le mystère de la vie ne fait qu'un avec celui de la conscience, voire R. Ruyer, La Genèse des formes vivantes. Paris, Flammarion, 1958, p. 65 à 66. 4i. R. Ruyer, La cybernétique et l'origine de l'information, p. 215 SQUARE. Son intention est de montrer que l'impossibilité radicale de rendre compte de la survenue de formes nouvelles et d'une invention véritable, ne laisse d'autre issue que le recours à l'hypothèse du transspatial, du transmécanique, du métaphysique. Que l'information a nécessairement pour source un émetteur implique, ou bien que l'information considérée est seulement transmise par cet émetteur, qui a dû la recevoir d'un autre, l'émetteur n'est jamais alors qu'un réémetteur, ou bien que l'on pose l'existence d'un émetteur premier procédant non pas à une retransmission mais à une invention première, que l'on ne peut, cependant, précisément pas expliquer mais seulement postuler. Malgré une apparence superficielle, il n'y a donc pas de différence notable de ce point de vue, entre les théorisations de l'information élaborées à partir de la transmission ou bien de l'émission. Ce schème apparemment technologique de l'émission porte en lui secrètement le schème quasi-théologique d'une remontée à un premier informant, un premier émettant, qui demeure retiré en son mystère. En revanche, si l'on découvre et comprend que l'information n'est pas nécessairement émise comme telle, qu'elle ne suppose pas nécessairement l'existence préalable d'une structure capable de l'émettre, alors on échappe à ce modèle intellectuel de la transmission ou de l'émission. Cela revient au même qui fait que ce que l'on cherche à expliquer, l'information, la forme, doit être supposée déjà exister au moins idéalement. Mais n'est-ce pas renoncer à rien expliquer, s'en remettre au hasard pur et se contenter d'enregistrer l'émergence de la nouveauté formelle, comme Ruyer, qui juge le dilemme de Meyerson indépassable, le prétendrait? Non pas, on le voit, dans la mesure où la théorie de Simondon se donne pour objet d'expliquer, selon une diversité de situations fondamentales, les conditions dans lesquelles l'événement de la singularité énergétique est susceptible de devenir information par sa rencontre avec des énergies potentielles disparates, qu'elle met en communication, et qui tendent de ce fait à devenir système, à s'individuer en système, en quasi-système, en même temps qu'elle se fait recevoir comme information. L'incidence énergétique susceptible de devenir information n'a pas à être expliquée particulièrement et sa survenue peut relever de la contingence. Ce qui est susceptible de devenir information n'est pas nécessairement émis comme tel. Cependant, l'équité p. 223 de l'information ne tient pas seulement à cette préexistence de la contingence des rapports et des jeux énergétiques, mais à l'événement p. 64 de sa rencontre avec les forces et potentiels énergétiques disparates, qu'elle met en communication, qu'elle tend à individuer en systèmes, qui deviennent récepteurs pour elle, par lesquels et pour lesquels elle devient information. Ni hasard complet, ni nécessité absolue, dans cette conception, mais hasard et nécessité y ont leur part. Pas de préformation, ni de finalisme général. On a affaire ici à une théorie qui correspond à ce que l'on appelle aujourd'hui un émergentisme, terme peu employé en France avant la seconde moitié du XXe siècle, pas seulement présenté dans une perspective méthodologique mais analysé selon ses conditions ontologiques les plus radicales. L'information est la formule de l'individuation, mais qui ne peut préexister à cette individuation, p. 31. Cela suppose aussi que la réalité puisse être analysée en termes de quasi-système, l'individuation n'étant qu'un des devenirs possibles d'un système, pouvant d'ailleurs exister à plusieurs niveaux et de manière plus ou moins complète p. 63. Dans ces conditions, une phase de la réalité peut être constituée de UE comme pré-individuel, c'est-à-dire précédant toute individuation, condition décisive pour que l'on puisse rendre compte de l'individuation de façon radicale, c'est-à-dire sans la présupposer toujours déjà d'une manière ou d'une autre, sans échapper à toute détermination et tout déterminisme. L'information,
qui ne suppose pas l'existence d'un système individué qui soit sa source, peut surgir au sein de l'état pré-individuel de l'être, et l'individuation avec elle. Elle est la formule de l'individuation, mais formule qui ne peut préexister à cette individuation. Tel est l'intérêt théorique majeur qu'il y a à adopter la notion de réception d'informations comme expression essentielle de l'opération d'individuation, p. 3.1. Simondon, tout en critiquant à sa manière la cybernétique, montre comment l'analyse de la communication et de l'information dans les systèmes techniques est on ne peut plus instructive sur leur nature et sur leur fonctionnement en général. Elles ne naissent pas nécessairement de structures physiques ou techniques bien déterminées et différenciées. Cours sur la communication, p. 69 et, quand il s'agit de dispositifs techniques ad hoc, ce qui est remarquable et démonstratif de la thèse générale, c'est qu'elles naissent de ce qu'il y a de pré-individuel, de relativement indéterminé, de métastable, à l'intérieur du système que peuvent être amenés à former un émetteur et un récepteur du fait d'une singularité survenant et les faisant exister comme tels en les couplant. Sous réserve de quelques réélaborations des notions, la communication entre des machines, mais aussi bien entre des systèmes physiques et même des réalités qui ne sont pas des systèmes individués, mais dans un état pré-individuel, permet de comprendre comment l'information n'a pas à être cherchée dans une source, elle survient de la rencontre d'un système, un quasi-système, et de la singularité de l'incidence énergétique, en quoi elle consiste d'abord, qui est l'occasion de l'établissement d'une communication entre ordres de grandeur disparates, ILFL, pages 97 et 151. Ainsi, tout dans l'être semble pouvoir, en droit, venir à communiquer avec tout, par soi-même, sans condition générale autre que cette mise en continuité par établissement d'un couplage généralement réciproque qui définit la communication, qui ne nécessite pas de qualité prérequise pour les termes, car les termes n'existent jamais de manière définie en dehors de leur relation, pour Simondon, pas de dispositif particulier non plus comme un premier émetteur ou une intention de communiquer, dans la mesure où tout peut être reçu comme information par un système selon un processus où tout est déterminé dans le détail une fois déclenché, mais qui ne pouvait être déclenché sans l'événement de la rencontre entre l'état métastable d'un quasi-système et la singularité d'une incidence énergétique, qui se trouve capable de lui donner le sens d'une individuation, mais qui aurait pu aussi bien ne pas l'être, et mérite ainsi d'apparaître comme son information. Cette possibilité de communication est une propriété originaire de l'être qui apparaît dans le processus d'individuation, qu'il n'est pas besoin de justifier en la rapportant à autre chose, et dont la seule limite est qu'elle apparaît dans ce qui de l'être pré-individuel s'individue. En revanche, ce qui de l'être n'est pas encore individué, on ne sait pas, par principe, de quel couplage, de quelle communication, de quelle information, il sera capable et susceptible, dans la mesure où l'apparition de l'information à l'intérieur du système de l'être, qui est la définition de l'individuation, n'est pas encore advenue pour lui. Malgré sa définition formelle, la notion de communication semble extrêmement générale et pouvoir supporter la plus large extension. La communication dans le cours sur la communication. L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information introduit le terme de manière FORR simple pour exprimer l'idée de la médiation la plus générale qui survient entre ce qui n'était donc pas relié auparavant, bien qu'il s'agisse d'une médiation qui serait le principe même de l'individuation, c'est-à-dire de l'apostrophe-ontogénèse, de l'advenu de l'être individué, dans une théorie ontologique où l'on veut pouvoir comprendre toute véritable relation comme ayant rang d'être, p. 28 dans une perspective alagmatique, généralisée 4.2. Médiation, relation, alagmatique, communication. Ces termes sont proches et trop primitifs dans une telle théorie pour pouvoir être vraiment et formellement définis autrement que les uns par les autres et par l'usage qui en est fait dans l'analyse de la réalité. Ce sont eux qui expriment le fondement le plus radical de la théorie. Le cours sur la communication, au demeurant, ne fait guère autre chose,
aux premières lignes de l'introduction puis, à nouveau frais, du premier chapitre, que reprendre cette idée toute simple dont on ne peut sortir, mais dont la fécondité peut être immense. La communication met en relation ce qui d'abord est séparé. Introduction semble indiquer une propriété essentielle de la communication, sa relation réciproque avec l'individuation, plutôt qu'une définition. Mais à vrai dire elle donne la condition de possibilité ontologique radicale de toute communication. Il faut qu'il y ait des réalités individuées, c'est-à-dire séparées, mais pas entièrement isolées, pour que la question de leur communication puisse se poser. Si le tout était un, il n'y aurait pas de communication possible, s'il ne comprenait que des entités entièrement isolées, c'est-à-dire étant chacune réellement comme un tout, non plus ni Spinoza ni Leibniz. Quant à la première phrase du premier chapitre, qui se présente comme une définition, elle suppose ces conditions minimales très simples de structure générale de la réalité comme non unique et non homogène, et elle se caractérise par son extrême généralité. Communication implique au sens le plus primitif la mise en continuité, par établissement d'un couplage généralement réciproque, de plusieurs individus, ou de plusieurs groupes, ou de plusieurs sous-ensembles du même individu, p. 69. Cette phrase semble, dans un premier temps du moins, chercher à ne rien exclure plutôt qu'à délimiter, à différencier, à définir. Pour qu'il y ait communication, il 42. Alagmatique veut dire « qui relève des échanges ». Sur le sens et l'importance de cette notion dans la pensée de Simondon, voir l'article de notre vocabulaire de Simondon, O.P. Ri. Faut au moins deux réalités distinctes, individuées, entre lesquelles s'établisse une relation caractérisée par les termes de continuité et couplage, termes très généraux, applicables à toutes sortes de réalités, couplage permettant de concevoir la continuité comme n'étant pas seulement spatiale ou temporelle, mais pouvant correspondre à toute forme de relation à distance spatialement ou temporellement, par laquelle leur advient quelque chose qui leur soit commun mais qui les laisse cependant distinctes, elles ne doivent pas avoir tout de commun pour avoir encore à communiquer. Quant à la réciprocité, on découvrira plus loin que ce n'est pas un trait absolument nécessaire, même s'il est fréquent, facteur favorable à l'établissement et au maintien d'une communauté entre des termes qui doivent précisément rester sans confusion lors même qu'ils ont quelque chose de commun. Ce qui détermine véritablement la communication, ce n'est pas cette structure formelle très générale, ce sont les divers termes auxquels elle peut s'appliquer, qui doivent donc, cependant, toujours être, d'une manière ou d'une autre, individué pourvu que l'on conçoive correctement l'individuation, qui n'est pas pensable comme ce que serait celle d'une substance, mais celle d'un système métatable. La suite de la page énumère toutes les possibilités dans la sphère des vivants et même hors d'elle, selon un mouvement significatif plus petit que. Rien n'autorise à limiter la communication à des échanges entre des êtres vivants, ou même à des couplages centripètes ou centrifuges entre l'être vivant et le milieu, p. 70. La communication semble bien pouvoir être appliquée à toutes sortes de réalités dans une extension quasiment universelle, même si le but ultime du chapitre est de situer la communication concernant le monde des êtres vivants dans le cadre des autres types de communication concernant les objets techniques, ou concernant les éléments du savoir et la pensée et de déterminer les divers types et degrés de la communication concernant les vivants. 5. Appliquant à toutes sortes d'objets, la communication correspond à des formes de relations extrêmement diverses, toutes celles qui peuvent exister entre des termes, systèmes quasi-individués, entre lesquels leur état de métastabilité est susceptible d'établir un couplage. Car telle est la condition essentielle de toute communication, p. 55, il n'y en a pas d'autre, qui se dégage de l'analyse conduite dans le premier chapitre. Cette condition, au demeurant, correspondant à la définition non pas seulement nominale mais réelle 43 de la communication, qui est donnée dans l'introduction, à la fin de l'analyse de l'exemple de la maison, p. 16, donne une unité et une consistance conceptuelle forte à cette notion en dépit de l'ampleur extrême de son extension. 43.
La communication est ce fait que des incidences de faible valeur énergétique peuvent établir un couplage avec amplification des effets entre les différents ordres de grandeur d'un même système en état d'équilibre métatable ou entre différents systèmes métastables. Dans le premier cas, on parle plutôt de solidarité entre les différentes parties d'un ensemble organisé, et dans le second cas de communication. Mais le phénomène est fondamentalement le même. On peut dire qu'il existe des communications à l'intérieur d'un système et entre les systèmes. Cours sur la communication, p. 60. Démarche encyclopédique et méthode paradigmatique. Cette dernière remarque permet de caractériser la pensée et la démarche de Simondon dans ce qu'elle a de plus général et de plus constant. Sa tension entre, d'un côté, une attention et un attachement passionné et érudit au diftilderance, au cas particulier, à la singularité, au caractère précis, détaillé et complet de son enquête dans les divers domaines de réalité explorés, et, de l'autre, une recherche passionnée voire héroïque de l'unité et d'une présentation pas seulement complète mais cohérente, comme une totalité, de ce qui a été collecté de façon aussi exhaustive que possible. Ceci nous ramène au trait si prégnant de cette œuvre, qu'est son encyclopédisme de principe, et au problème du traitement paradigmatique de la totalité du réel, lié à cet encyclopédisme. Car il ne suffit pas d'être curieux et érudit. L'encyclopédisme peut avoir des degrés d'intégration plus ou moins profonds. Mais c'est le plus intégré qui présente la plus grande difficulté de méthode, et même la plus radicale, puisqu'il ne se contente pas de mettre ensemble des exposés portant sur les éléments et les domaines du savoir, il prétend rendre compte, par la manière dont il les met ensemble, de la manière propre dont leurs objets se tiennent eux-mêmes dans le réel. L'encyclopédisme. Il est à remarquer d'abord, comme nous l'avons déjà noté, que le cours sur la communication fut un sort thématiquement à l'encyclopédie comme une des nombreuses formes de la communication qu'il examine, et il décrit alors ce qu'il s'efforce de mettre en œuvre lui-même. C'est le premier exemple donné du troisième des degrés de la communication, le plus élaboré, c'est-à-dire celui où les termes communiquent entre eux en même temps qu'avec eux-mêmes, partout selon le mode du cercle de la réciprocité entre les termes communicants, homogènes entre les modes de relation, prise d'information et action, c'est-à-dire plus généralement entre les sous-systèmes énergétiques, affectifs, cognitifs, etc., à l'intérieur de chacun des systèmes communicants. C'est pourquoi il peut y avoir plus de communication entre des animaux qu'entre des végétaux, bien qu'il y en ait entre ceux-ci et qu'on puisse parler de sociologie végétale, page 65, ou lorsque, chez les vivants, on s'éloigne des motivations et des besoins les plus déterminants et du contact, et que s'introduisent la distance et les signaux et signes dans les relations. Et ainsi, le niveau où la communication peut, le cas échéant, être la plus intense, est psychologique au sens où il a ses racines, et en grande partie sa motivation, dans la productivité de l'information stockée dans le système nerveux central et traitée par la mémoire et la fonction de simulation, p. 66. C'est ici que la communication interne, qui conditionne la communication externe, est la plus intense qu'elle soit interne à l'individu au groupe, au demeurant. La communication véritable est toujours cercle, c'est le thème le plus général de la première partie du DAI, mise en cercle de toutes les connaissances pour leur apprentissage, mérite d'être examiné comme idéal de la communication. Selon l'idéal encyclopédique, le cercle objectif et objectivé des savoirs communicants entre eux fonde la communication des fonctions et des formes de l'apprentissage, du savoir et de la mémoire, à l'intérieur de l'individu, et c'est cela le fondement de la communication à l'intérieur du cercle de la société savante, qui se constitue selon cette voie éminemment transductive. L'encyclopédisme a pour modèle une communication qui existe, dans un domaine bien constitué du savoir parvenu à l'état adulte, entre les différents éléments de ce savoir et il suppose qu'une telle communication est en droit possible entre tous les éléments de toutes les espèces de savoir p. 79.
Le savoir se transmet d'abord de façon magistrale, c'est-à-dire grâce à un maître, magister, qui instruit celui qui ne sait pas sous la forme d'une communication du second genre. C'est ce que fait le bon professeur, savant et habile à communiquer son savoir. Mais il est possible aussi de concevoir ce que peut être une pédagogie, c'est cela, on l'oublie souvent, que vise l'encyclopédie, un enseignement de l'ensemble du savoir accessible, de son cercle cyclo, qui trouve son fondement non dans le pédagogue mais dans l'objet du savoir. C'est cela l'ambition de l'encyclopédisme, selon Simondon, et c'est donc d'abord la condition de possibilité de l'apprentissage d'un autodidacte. Il présente cela comme une idée sans doute régulatrice pour une certaine perspective sur la perfection du savoir et de sa propagation, plutôt que comme un idéal à réaliser sans condition 44. Car, notamment, l'idéal autodidacte de l'encyclopédisme se contredit gravement quand il ne trouve pas le moyen de se réaliser ailleurs que dans un groupe restreint de type initiatique et fermé, comme dans l'alchimie. Cela ne peut correspondre qu'à une partie de son ambition intellectuelle, dans la mesure où cet idéal est celui du refus de la tutelle, de la minorité spirituelle, du secret dans ce qu'il a de négatif, c'est-à-dire obscurité, moyen d'exclusion et de mystère, connaissance 44. Simondon souligne d'abord qu'en général, il faut qu'une bonne communication du second ordre soit le support de cette communication du troisième ordre, c'est le moyen de résoudre le problème pédagogique qui est celui de l'institution de ce dernier, même si, la communication du second ordre n'engendre pas par elle-même une communication du troisième ordre, c'est dire que l'indépendance de ce troisième ordre par rapport au second n'est pas facile à établir réellement. Il souligne ensuite que la suppression de l'institution pédagogique, qui semblerait en être le corollaire si on voulait réaliser un tel projet, implique que l'on dispose de moyens de diffusion, dont chacun a sa spécificité, ses problèmes, ses limites. Or, le moyen de diffusion peut être le plus performant, en un sens, du point de vue de la sauvegarde de la qualité des contenus, pour réaliser ce projet de rendre accessible le savoir dans sa totalité aussi représentative que possible de la richesse effective du réel, est celui d'un groupe restreint de type initiatique et fermé, comme l'alchimie a pu en donner une image autrefois, avec les prestiges liés au niveau intellectuel élevé que nécessitait ce genre d'école, mais avec aussi les limites qui s'opposent, par construction, à la possibilité de son extension comme modèle universel, ou même simplement général, du savoir et de sa diffusion. Réservé à un petit nombre d'hommes, MEOT, p. 94 à 95. Le cercle de l'encyclopédie ne peut séparer celui de l'universalité de son objet et de sa méthode et celui de l'universalité de sa destination et de sa diffusion. C'est nécessairement qu'un encyclopédie réalise une universalité de l'initiation, p. 95. Les propos de Simondon sur les relations de l'encyclopédie et de l'ésotérisme sont suffisamment clairs pour qu'il n'y ait pas à se méprendre, même en dépit de la neutralité calculée de ce qui est dit ici des groupes initiatiques fermés présentés comme susceptibles de réaliser une partie de l'idéal encyclopédique, et de l'intérêt qu'il porte à l'alchimie comme mouvement intellectuel, notamment à la place que ce dernier réserve à l'invention, plus petit que invenise. Cette neutralité est destinée, semble-t-il, à permettre de prendre le temps de considérer suffisamment une figure de l'organisation du savoir, qui est sa mise en cercle fondée sur elle-même et non pas sur la maîtrise de tel ou tel spécialiste, qu'il soit son inventeur ou un enseignant, et son art de la présentation. C'est que cette idée du savoir, même s'il est difficile d'en concevoir une réalisation où elle ne risquerait pas de se défigurer, du fait que son régime de diffusion risque toujours d'être aliénant, peut avoir cependant une valeur d'idéal régulateur pour sa constitution, sa formulation, sa publication et son enseignement, que ce soit par oral ou par écrit, sur le mode de la présence, de la radio ou de la télédiffusion, ou tout autre. Tout savoir présenté par un spécialiste, si bon soit-il, de la recherche ou de l'enseignement, risque toujours par principe de se trouver d'abord, du fait de la division du travail intellectuel, spécialisé, limité,
coupé, d'une manière durable et quelquefois définitive, de ce qui pourrait le compléter sur un autre sujet, mais parfois aussi sur le même objet, la même méthode, le même problème. Ridé d'un apprentissage dont la logique et la possibilité ne seraient pas celles de l'exposition par des spécialistes, même les meilleurs, mais celles de la chose elle-même, pour parler de manière rapide et un peu vague, envisagée selon toutes les voies d'accès connues, voilà ce qui correspond fondamentalement à l'idéal encyclopédique. Simondon, qui a noté que le talent d'un enseignant relevant d'une communication du second ordre est souvent nécessaire pour faire exister l'amorce d'une communication du troisième ordre, semble ainsi, dans ce cours comme dans toute son œuvre, s'efforcer de fournir constamment, à propos et à partir de chacun des sujets déterminés qu'il se donne, les éléments de savoir, les démarches, l'horizon, le fond, le plus ample, susceptible de faire apparaître sa situation dans une organisation sinon encyclopédique, du moins aussi large que possible, préparant une culture encyclopédique. Le paradigmatisme reste que passer d'un objet, d'un domaine, d'une science, d'un régime de réflexion et de preuve, à un autre, peut poser des problèmes de méthode, et c'est la spécialité la plus générale des spécialistes de le rappeler. Il y a un risque, lors de tels passages, de réductionnisme, de métaphore, d'approximation, de vulgaire analogie. Simondon ne cesse de veiller à éviter cela, on peut le vérifier en suivant son travail pas à pas. Mais peut-être faut-il, pour terminer, rappeler brièvement et schématiquement, quel est le principe de sa manière de faire. La méthode paradigmatique, qu'on peut dire également traductive et analogique. Il s'en explique assez tôt dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, dès le chapitre 3 de la première partie, 3, sur la méthode analogique p. 10.3 et dans le texte intitulé Théorie de l'acte analogique ibidem, p. 5.62-45. Une analogie est légitime d'un point de vue méthodologique, précisément si elle ne cherche pas à établir des ressemblances entre des réalités dont la nature est différente et dont les régimes ontologiques d'individuation sont hétérogènes. C'est cette assimilation de la méthode de ressemblance avec le véritable raisonnement analogique qui fait que le mot d'analogie semble avoir pris un sens péjoratif dans la pensée épistémologique p. 108. Or, autant la méthode de ressemblance peut être confuse et malhonnête, autant la véritable méthode analogique est rationnelle. Lorsqu'on déduit de ressemblance une identité de nature, on procède de façon sophistique. En revanche, le raisonnement analogique légitime cherche, à partir d'une identité de rapport, en chacune d'elles, progressivement établie par la pensée procédant traductivement, quelles sont les différences qui les rendent inassimilables, et qu'il s'agit donc de prendre non pas comme des conclusions mais comme des problèmes. Ces identités de rapport ne s'appuient pas du tout sur des ressemblances, mais au contraire sur des différences, et elles ont pour but de les expliquer. Elles tendent vers la différenciation logique, et en aucune manière vers l'assimilation ou l'identification. Il ne s'agit jamais de chercher à expliquer l'homme par le modèle du vivant, ni le vivant par le modèle du système physique, ni non plus l'individuation vivante en lui attribuant ce qu'on observe en celle de l'homme, panpsychisme, ni l'individuation d'un système physique en lui attribuant ce que l'on observe dans celle d'un système vivant, panvitalisme. Il ne s'agit pas non plus de ramener la structure et le fonctionnement d'un organisme vivant, d'un individu humain, ou d'un groupe qui s'individue, psychosocial, à ceux d'un système technique de traitement de l'information, pas plus que d'attribuer à des plantes, des bactéries ou des électrons, une sociologie dont les caractères seraient découverts chez les animaux ou les hommes. Il s'agit chaque fois, dans cette méthode paradigmatique, si l'on cherche à la schématiser, la chose est aisée à vérifier à propos du cas le plus net, qui est celui de l'analyse des trois niveaux de réalité, physique, vitale, psychique et psychosociale, dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, d'abord, de décrire de façon minutieuse une réalité,
ce qu'on découvrira peut-être ultérieurement comme étant un niveau de réalité, mais qui d'abord est envisagé comme un canton de la réalité que l'on explore de l'intérieur, pour lui-même. Et puis, cela fait et établi dans sa singularité, on n'en fait pas un cas particulier ou 45. En sorte d'abréger l'exposé sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à l'article. Traduction, analogie, paradigme de notre vocabulaire de Simondon, O.P. D.T. Une espèce d'un genre supposé au point que l'on sent bien que l'on ne pourra plus l'assimiler facilement à autre chose, on passe alors à l'étude d'une autre réalité, mais cette nouvelle description, dans un premier temps, prend pour point de départ la description précédente et revêt ainsi la forme d'une recherche systématique de différence, avant que des caractères propres, que l'on ne peut rapporter même différentiellement à la première réalité, viennent à être découverts. C'est cela se servir d'une réalité comme d'un paradigme pour étudier une autre analogiquement, dans une démarche traductive. Non pas la pensée sur le modèle d'une autre comme une compréhension vulgaire et faible de paradigme peut conduire à le faire, mais à partir d'une autre, par différence avec elle. Ainsi, c'est par principe que la méthode paradigmatique ne conduit pas à l'assimilation des réalités mais au contraire à leur différenciation 4-6. La démarche traductive est paradigmatique, dans la mesure où elle exclut les notions de genre et d'espèce P. I09 ne subordonne pas, quant à elle, sa recherche de différence à une supposition initiale de ressemblance échappant par principe au contrôle de l'analyse commençante, et l'on voit comment elle constitue la méthode de recherche et d'établissement des différences la plus rigoureuse, la plus systématique, la plus radicale 47. Dans les textes publiés ci-après, le passage notamment de l'analyse de systèmes techniques à celle de phénomènes vitaux, psychiques ou psychosociaux semble constant. Particulièrement caractéristique, à cet égard, est la conférence de Royaumont. Mais quelle est, en réalité, la démarche méthodique ici? On construit, d'abord, premier moment de la démarche traductive, le schème d'un régime original de causalité, d'explication, d'intelligibilité, à propos du fonctionnement des récepteurs et de l'information en eux, plus petit que l'opération d'information mettant en œuvre la métastabilité du récepteur. Puis on se sert de ce schème comme d'un paradigme pour penser un certain nombre de phénomènes 46. C'est une méthode qui se caractérise comme recherchant systématiquement les différences et refoulant autant que possible les assimilations ou les rapprochements incontrôlés. C'est que ce passage de place en place dans l'étude, qui est la caractéristique de la démarche traductive, est ce qui évite autant qu'il est possible d'avoir à procéder, par genre et différence, ce que la langue en revanche induit. L'organisation classificatoire de la pensée et de la langue fait par principe que la recherche d'une différence quelconque n'est possible que par rapport à un genre, que l'on pose donc nécessairement avant de commencer le travail d'analyse et de justification. Or le genre est ce qui rassemble, comme ayant quelque chose d'essentiellement commun, plusieurs réalités avec celles que l'on se propose de différencier. C'est par rapport à cette communauté générique de caractères, analysée explicitement ou non, exhaustivement ou non, que la différence spécifiante peut être dégagée dans le cadre d'une telle logique. 47. Le paradigme, ainsi conçu, est conforme à l'usage qu'en fait Platon, note Simondon, plus petit que. Alagmatique in. Il fit, p. 562, notamment dans le Sophiste, où il ne s'agit pas d'assimiler le sophiste au pêcheur à la ligne, mais d'élaborer à propos de ce dernier des catégories d'analyse permettant de le décrire, puis de chercher dans quelle mesure elles peuvent ou non valoir pour le sophiste précisément et essentiellement physique, biologique, technologique, d'une autre nature que le récepteur puis psychosociaux. Dans ces cas-là, le schème de l'opération d'information mettant en œuvre la métastabilité du récepteur, qui sera également au fondement de la compréhension des deux autres schèmes décrits dans les parties. Il est 3. Est déjà modifié et précisé en amplification traductive, mais, même ainsi,
La description détaillée des domaines auxquels on le rapporte montre bien qu'il ne s'agit pas de faire apparaître une qualité qui leur serait commune. Elle montre, en revanche, que, de manière différente selon les cas envisagés, un certain schème permet de rendre intelligibles les phénomènes étudiés dans ce qu'ils ont de propre et de different en nature. Il en va de même pour les deux autres schèmes qui sont décrits dans les parties 2 et 3. Les trois schèmes décrits dans les trois parties de la Conference ne sont pas des espèces du même genre, ce sont des modes, dit Simondon. Ils se rapportent les uns aux autres par comparaison terme à terme, à partir de la description du premier, de ce qu'ils ont en commun et en propre, mais non pas par subordination à un genre qui en ferait des réalités de même nature. Ils sont élaborés de façon elle-même transductive. On peut dire, bien sûr, que l'amplification transductive et l'amplification modulatrice sont deux espèces d'amplification, mais cette manière de parler, difficile à contourner, ne doit pas illusionner. Dans la réalité, ce sont deux modes, dont le second est construit par difference avec le premier, ce qui est commun aux deux étant seulement formel. Comment en serait-il autrement alors que chacun peut être appliqué à des réalités hétérogènes, en tout cas aux yeux de Simondon. Mais, surtout, le cas du troisième mode de l'amplification, l'organisation, est encore plus instructif. Tandis que l'analyse de l'opération mettant en œuvre la métastabilité du récepteur a été réalisée à partir d'un dispositif technologique et que, sur le mode de l'amplification transductive et de l'amplification modulatrice, elle peut s'appliquer, parmi d'autres, à des dispositifs techniques, ce qui pourrait faire penser à ceux qui sont attirés par un mode de pensée réductionniste et notamment par la possibilité de concevoir les réalités vitales ou humaines comme ayant un fondement technologique, qu'on a affaire ici à une illustration d'une telle démarche. On voit que le troisième mode, l'amplification organisante, tout en étant présenté comme un régime commun de transduction et de modulation, ne semble pas avoir du tout de portée technologique, mais seulement vitale, psychique et psychosociale. La transduction est une fonction d'ouverture et de création, dans la mesure où elle engendre un champ de réalité à partir d'une singularité reçue et amplifiée. La modulation correspond à une fonction d'asservissement, de contrôle, par laquelle ce qui est susceptible d'advenir est soumis à une structure qui assure la domination de ce qui est là, le présent et donc aussi le passé. L'organisation est cette structure qui exige une fonction de production organique de quelque chose de nouveau, d'émerge, mais aussi une fonction de contrôle de son organisation. Drement d'une réalité survenant avec tous les éléments de tension et de disparate de ce qui est vraiment nouveau, une fonction qui, ni simple inhibition ni simple laisser-aller, soit ce qu'on peut appeler organisation et dont l'importance, depuis l'époque de la Conference de Royaumont, a envahi progressivement tous les domaines des sciences biologiques et humaines. On peut dire que cette capacité d'organisation marque une frontière entre les systèmes vivants et ceux qui ne le sont pas et constitue un point de vue pour hiérarchiser différents régimes de l'individuation vitale où ils sont plus ou moins importants. Il faut méditer cet exemple pour comprendre le statut de ces schèmes, qui peuvent paraître techniques à cause de leur origine ou de l'analyse qui les dégage la première fois, et celui du paradigmatisme, chez Simondon. Il ne s'agit pas pour lui de chercher à imposer un modèle tiré d'une réalité à une autre. Il s'agit de dégager de tous les ordres de réalité, et surtout de ceux qui n'ont pas été étudiés, pendant les siècles où la science moderne a formé le schème de la causalité et de l'explication qui domine encore largement, la description de schèmes d'analyse et d'explication, susceptibles de servir à l'investigation d'autres réalités, et cela non pas pour tenter de leur attribuer des qualités, des structures, des comportements exotiques, mais pour poser des questions et faire apparaître des différences à partir de ce dont le régime de réalité propre est bien établi. C'est autrement plus important que d'établir des différences avec des idées vagues ou arbitraires, et à partir d'une variété de tels régimes de réalité, c'est autrement plus instructif que d'établir des différences à partir d'une unique sorte de réalité.
C'est bien une telle démarche que nous avons vu appliquer à l'étude de la communication et de l'information. Non pas prétendre que ce qui caractérise communication et information à un niveau de la réalité vaut pour les autres, pas non plus, au contraire, que l'on doive réaliser des descriptions et des théories insulaires au motif que chaque niveau correspond à des singularités, ce qui est incontestable, mais chercher, plutôt qu'à rassembler des propriétés qui seraient réellement communes à tous, à construire une idée de l'intelligibilité, un schème de la causalité et de l'explication, qui ne soit pas tiré de telle ou telle réalité, mais qui permette d'enquêter sur tout à partir d'un paradigme plus adapté que celui de la causalité de la mécanique classique 4-8. On aperçoit la solidarité étroite entre cette méthode transductive, analogique et paradigmatique et une démarche encyclopédique, comprise non pas comme mise en ordre général de savoir qu'on laisserait extérieurs et étrangers les uns aux autres, à la manière d'une table des matières exhaustives, mais comme démarche susceptible à tous les moments de faire appel aux comparaisons les plus étendues tout en indexant les différences instructives. 48. Voir dans « Il fit, p. 220, les premières lignes, très claires, du 4, que nous avons déjà cité. Note. Sur la présente édition, mis à part le cours sur l'instinct, publié en 1964 dans le Bulletin de psychologie, le relais amplificateur, texte d'une conférence publiée par les Cahiers du Centre culturel canadien en 1976, tous les textes réunis ici sont inédits. En chaque cas, c'est la dernière version revue par Gilbert Simon donc qui a été choisie. C'est la seule faisant foi puisqu'elle intègre des corrections faites par l'auteur en vue de publication. Nous avons tenu à reproduire l'intégralité des planches et illustrations qui accompagnent notamment les cours sur la communication et sur perception et modulation. La plupart provient de transparents dont certains ont souffert du passage du temps, et ce en dépit du soin apporté à leur conservation. Le lecteur voudra bien excuser la qualité relative de certaines des reproductions. Les notes de l'auteur sont appelées dans le texte par des chiffres, celles de l'éditeur par un astérisque. Ces dernières, rares, précisent quelques références et actualisent les références bibliographiques.